Émission 865. Cette semaine, Black Cougar. En direct de Montréal, Québec, Canada. Vous écoutez, oui, les mystérieux étonnants. Black Cougar, Black Cougar. Et bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Les Mystérieux Étonnants, une émission en balado-diffusion consacrée au BD et à l'ensemble de la culture populaire. L'ensemble de style. Eh oui, Benoît Mercier au micro, et cette semaine, je suis entouré d'une équipe dont les membres sont prêts pour l'Halloween. Hein? On est-tu prêt pour moi je suis déjà dedans. Je suis dans ce mood-là. Même s'il refait 32, là, dans ma tête, dans mon cœur, dans mon âme, on est à l'Halloween, on est en octobre. Je vous les présente à l'instant. Le premier, son retour était plus attendu que celui du Chris. Simon Chénier est avec nous. Salut Simon. C'est moi, je vous amène du vin et de l'eau. Yes. Non, attends, non, faut que j'amène de l'eau que je transforme en vin. Puis du pain que tu du poisson. Du poisson puis du pain que tu multiplies. Ah, en tout cas, il est haché dans un arbre, là, à un moment donné. Là, considérant le problème que j'ai à la maison d'eau chaude, non, je n'ai pas d'eau froide, fouillez-moi pourquoi, tu transformerais ça en vin chaud. Oui. Est-ce que ce serait un vin qui est chaud ou un vin à la cannelle chaud? Tu sais, les vins chauds qu'on peut créer, les recettes de vin chaud. Non, ça serait juste chaud, je pense. Ok, tu serais ce genre de messie-là, toi, tu y vas à moitié. Ben, écoute, on n'avait pas... tu sais, j'imagine dans le temps de Jésus, le vin n'était pas aussi raffiné, donc je vais m'adapter à cette façon de faire, là. Bien dit. Économiser un peu mes moyens magiques de la religion catholique. Christophe, t'as fait de l'impro durant tes vacances? il a assisté à une classe d'impro. Ouais. Qu'est-ce que t'as fait durant tes vacances? T'as été absent pendant plusieurs semaines pour bien mérité là, pour l'été? Ouais. Ben, il y avait quand même de la job là-dedans, mais pour les vacances en tant que telles, j'ai... mon gros voyage, ça a été aller au Massachusetts, sur le bord de la mer, dans le coin de C'est ça, j'ai vu ça passer sur Instagram. Ouais. Mais j'ai vu une photo, t'étais avec un de nos amis, puis c'était marqué Texas Roadhouse. Fait que j'ai vraiment pensé que vous aviez... Que j'étais au Texas. Ouais. Non, Texas Roadhouse, c'est une chaîne, fait qu'il y en a plusieurs, il y en a même un Plattsburgh. Ok. Fait que, je suis allé là. C'était bien fun, bien relax. Il faisait chaud, là. Ouais. Mais au moins, tu pouvais te baigner dans la mer, ce qui était un peu... quand même assez... En fait, la première fois que je me suis baigné, il faisait vraiment fret, mais c'était le fun. Puis la deuxième fois, j'étais un peu tout seul dans l'eau. L'eau était moins frette, il y avait plus de courant. Puis c'est là que toutes mes années d'écouter des films mauvais avec des monstres qui attaquent sous l'eau. Monté à la surface. Ouais, puis là, j'étais là. Ouais, mais tu sais, d'un coup, je suis ce gars-là, je suis la première personne qui meurt parce qu'il se fait manger par Jaws. Je comprends ce feeling-là. Moi, quand j'allais au chalet de ma grand-mère quand on était jeune, tu voyais pas le fond. Là, c'était creux, puis c'est de l'eau vaseuse un peu, fait que c'est complètement opaque. Puis de temps en temps, quand tu nages en plein milieu du lac, tu te dis « Ouais, mais... » Mettons qu'il y a quelque chose. Ouais, d'un coup. D'un coup, il y a quelque chose. D'un coup, il est là, le Komodo géant. Tu sais, il y a quelqu'un d'un zoo quelconque qui s'est débarrassé d'un requin, puis il a décidé ce lac-là. C'est ça. C'est là que je vais me passer. Fait que là, j'étais dans l'eau. Un moment donné, j'ai fait... Bon, ben, là, ma tête a plus de fun. Là, fait que je vais sortir. Moi, je pense que ça active. Ce genre de peur-là, ça vient d'une partie profonde du cerveau reptilien, là, humain. Tu sais, quand on était des singes, là, c'est réactivé dans ces moments-là. Le genre de « Oh, fuck! » Je pourrais me faire avoir. Ouais, c'est ça. Ouais. Hey, je vais parler de mon problème. Ah, ben, let's go, si tu veux parler de parce que j'envoie ça dans les terres pour essayer d'avoir le plus de munitions. Je vous explique la situation. Vous savez, si vous suivez les Mystérieux Étonnants depuis longtemps, et on parle de l'ensemble de la culture populaire, ça comprend mon appart qui est... Je sais pas, il doit être construit sur un cimetière indien ou quelque chose de même. Là. Il y a tout le temps des petits problèmes. Quand je dis petits problèmes, c'est pas des punaises, c'est des souris. C'est pas des souris, c'est le problème que j'ai actuellement. Je n'ai pas d'eau froide. Habituellement, j'entends problème, tu sais, t'as pas d'eau chaude, parce que le monde a utilisé l'eau chaude. Je n'ai pas d'eau froide et je ne comprends pas. Et c'est pas juste un robinet, c'est tous les robinets, c'est la toilette. En fait, je m'en suis rendu compte parce que je suis allé sur la bolle. Puis là, je savais, voyons donc, mes fesses sont tombées humides. Je fais, ok, c'est parce qu'il y a de la chaleur qui émane du bol. Wow. Donc, l'arrivée d'eau chaude, je sais pas ce qui se passe. J'ai regardé sur Internet, puis là, tu sais, si tu te fais à l'Internet, t'as pas de réponse puis t'as le cancer. Je veux dire, c'est rendu ça à la fin dans mes recherches.
Mais juste avant l'émission, je suis allé cogner chez mon voisin qui a confirmé que lui aussi n'avait pas d'eau froide. Donc, il va falloir que je rappelle pour la énième fois mon propriétaire qui trouve tout le temps de manière très, très sophistiquée, ce qui veut dire pas pantoute, d'essayer de pas faire sa job de propriétaire. C'est à la ville, ça. Non, c'est pas à la ville. C'est clair que c'est pas à la ville. Puis j'ai appelé à la ville pour confirmer. Ils m'ont dit non, c'est pas nous autres. Fait que là, il va falloir que je le rappelle, puis le gosser. Puis ça me tente pas de faire ça. C'est quand même la version plus poche de Amityville. Ben. J'ai les fesses chaudes. Get out! Get out of this house! Donc, ouais, c'est ça. Fait que si vous êtes moindrement vous-même propriétaire ou habile en plomberie, vous avez une théorie, ben, j'en ai lu sur Internet. Une, c'est que le thermostat du chauffe-eau est déréglé, ce que je comprends pas pourquoi ça affecterait l'eau froide. Puis l'autre qui, pour moi, fait plus de sens, du peu que je maîtrise le sujet, ça veut dire pas pantoute, l'eau chaude a plus de pression que l'eau froide en ce moment dans l'immeuble, ce qui fait qu'on a tous de l'eau chaude. Pourquoi est-ce que ça arrive? Qu'est-ce qui est... Fouillez-moi. Puis c'est ça. Fait que des fois, je fais couler, des fois, ça revient brièvement, puis pouf! Là, ça revient à chaud comme... Je comprends pas, man. Ça me tente... Là, il faut que je deal avec lui. Là, ça me tente ouais, pas. Non, c'est surtout ça. Ça me tente... Ouais, c'est pas l'eau chaude, c'est correct. C'est dealer avec le propriétaire. Là. Ouais. Fait que je vais le rappeler demain. Mais vous avez une idée? ben@mysterieutannant.com ou SpeakPipe. SpeakPipe, laissez un message vocal pour moi, à mon intention. Fait que c'est ça qui est ça. Sinon, excuse-moi Simon, je monopolisais un petit peu le micro au début d'émission. Il y a eu une grosse annonce qui est sortie aujourd'hui. Hein? Tu cherches. Je parle pas de la mort de James Earl Jones, on va en parler tantôt. Par rapport à nous autres? Par rapport à nous autres. Okay. Par rapport à notre prochain live, peut-être notre dernier live show. On va être de retour pour une deuxième année consécutive au festival SPAS. Donc ça, c'est pas mal nice. On était là l'année passée, on a fait un live. Puis c'était notre dernier live. On n'a pas fait de live finalement l'été dernier au Brou qui est fermé. Donc, on est de retour. C'est le lundi 28 octobre. Donc, les portes ouvrent à 19h. Le show est à 20h. Et on fait ça, mesdames et messieurs, pour la première fois dans un amphithéâtre. Donc, c'est gros, là. C'est vraiment gros. Donc, le Théâtre Plaza sur Saint-Hubert, ici même à Montréal, c'est à côté du métro Beaubien. C'est 15$ et sinon, c'est gratuit avec le passeport SPAS. Donc, c'est durant le festival SPAS. Vous achetez la passe pour pouvoir assister aux projections et aux soirées spéciales. Ça vous donne accès au Théâtre Plaza pour notre live d'Halloween. C'est Jarrett Mann qui est la tête dirigeante de cette affaire-là qui m'a dit « Ben non, inquiète-toi pas, on va le remplir le Théâtre Plaza. » Je suis comme pas sûr qu'on va remplir le Théâtre Plaza. Je dis « Non, on va bien ça, on va se remplir. » Puis là, c'est d'où l'objectif de remplir la place avec des gens qui ont la passe. Ah ouais. SPAS, mais en même temps, c'est pas du monde qui nous connaissent. Fait que je sais pas à quel point c'est une épée c'est une lame à double tranchant. Qu'est-ce que j'essaie de dire? J'essaie de faire pitié en disant j'essaie de vous dire, messieurs, dames à la maison, de venir nous rejoindre pour notre spécial d'Halloween. Ça risque d'être quand même pas mal fun. Venez, pas le choix, il faut remplir la place. Mais si ça peut te rassurer, Simon, on sera pas sur la scène directe. On va être dans le parterre. Ils vont mettre une petite scène pour nous autres. Donc, ça va gruger un petit peu de place. Puis le monde qui vont vouloir venir... OK, fait qu'ils ont confiance qu'on remplisse la salle, mais pas complètement. Ouais, c'est ça. Genre, maintenant, ça fait du sens. Je pense que le parterre, c'est faisable. C'est quand même une belle salle, place Théâtre Plaza. Je veux pas parler pour Jared, je sais pas c'est quoi ses plans, mais j'ai l'impression qu'il veut comme prouver aussi que c'est possible d'enregistrer des podcasts au Théâtre Plaza. Il commence à collaborer avec eux autres d'une manière plus officielle. Okay. Donc, on est un petit peu les cobayes. Okay. Les billets sont déjà en vente sur le site de SPAS, spasm.ca, si ça vous intéresse. Réservez dès maintenant vos billets pour qu'on ajuste si finalement on se rend compte que juste 15 personnes, puis on les connaît tous. Donc, achetez vos billets dès maintenant, puis vous allez en entendre parler dans les prochaines semaines. Là. Je vais le plugger en masse sur les médias sociaux et surtout à l'émission parce que c'est notre show d'Halloween. Puis je pense qu'on a du fun quand même à le faire. Mais là, il faut remplir le Théâtre Plaza. Fait que c'est un gros défi. On va essayer de... Ça va être... Ouais, je sais, c'est beaucoup de pression. Écoute, en ce moment, là, ma vie, c'est de la merde. Fait que je joue avec le feu de toute façon. Fait que ça va être ça. OK. Es-tu un petit peu excité? Oui. Ça s'en vient vite. Ça s'en vient vite. On est juste la deuxième semaine de septembre, puis on va être dedans. Là, je pense que j'aurai pas le temps de faire le costume que je voulais faire. Fait que je vais trouver quelque chose. T'as pas le temps, un mois et demi, de faire le costume que tu voulais faire? Ça prenait beaucoup de travail. Ouais, moi j'ai commencé à regarder quelques costumes en ligne, puis déjà certains, tu sais, tout fait ou des kits que tu peux acheter pour les combiner. Tu sais, la date d'arrivée est comme estimée entre le 21 septembre et le 31 octobre. Là, ça fait comme, ouais, ça c'est un peu jouer avec le feu. Là.
Je sais pas, moi, c'est quoi mon costume encore. En tout cas, surprise. En espérant vous voir, c'est le 28, lundi 28, à partir de 19h les portes, 20h le show. L'année passée, on a fait 1h50 de show. J'estime à peu près la même affaire. Inquiétez-vous pas, il va y avoir une entracte pour les gens qui sont nés à la 800e. On fera pas 2 fois cette erreur. Donc, ça risque d'être pas mal cool. Merci encore à Jarrett, merci à Space, puis en espérant vous y voir. Qu'est-ce qu'on avait fait à la 800e? On n'avait pas fait d'entracte? On n'a pas fait d'entracte, puis tout le monde était sur le bord de suriner dessus. C'est ma faute. Là. C'est parce qu'on est drôle. C'est parce que oui, on est très drôle. Mais c'est surtout que je pense qu'au Brou, le service était direct aux tables. Fait qu'on n'était pas habitué à faire des entractes pour la boîte. Quoi qu'on a fait, je sais pas à quoi j'ai pensé. J'ai peut-être juste pas réfléchi. Là. Je me souviens pas de ça. Je me souviens pas de ça. C'est un beau show, c'est le fun par contre, la 800e. Donc voilà, je vais vous en parler, je vais même plugger tantôt pour être sûr que vous n'oubliez pas. Simon, ça fait longtemps que tu étais à l'émission, puis là on va te reprendre avec ton fameux jingle. C'est toi qui continue les nouvelles cette semaine. Oui, yes. C'est Laurent, j'ai vu le jingle ouais, c'est de ça, Laurent. hein? C'est ça, j'ai réalisé, ça n'a pas rapport pantoute. Mais c'est correct. Moi aussi, j'aime ça, les gros mondes. Vous aussi, c'est vrai. Tu faisais ta Kaiju. Ouais. Fait que, tu veux-tu quand même ton thème ou on laisse faire? Je peux le mettre la prochaine fois? Oui, la prochaine fois. OK, là, je me sens niaiseux. J'ai vu Laurent, puis j'ai cliqué dessus. J'étais trop habitué. Moi, ma main, tu vois, elle était plus habituée. C'est ça fait longtemps, là. Est-ce que tu veux que je te fasse les sorties Blu-ray? Ouais. Oh! Mais je pensais qu'il y avait suite à ta phrase pour ça. Mais la suite de ma phrase, c'est ça. En fait, c'est que je sais pas les sorties Blu-ray de la semaine, c'est plus comme ceux du mois, parce que tu sais, vu que je suis là moins souvent, je me suis dit, je vais faire ceux qui sont le plus intéressants. Comment ça qu'un classique? Allons-y avec les Blu-ray de la semaine. Ça va me réchauffer un peu. Parce que j'étais un peu encore gelé. Oui. Non. Je sais pas ce que ça veut dire. Vrai? Non, pas du tout. Okay. Donc, le premier film que je vais vous parler, c'est The Million Eyes of Sumuru. Sumuru? Ouais, un film de 1967 fait dans la vague du Bondsploitation, plein de films d'espionnage. Oui, c'est James Bond, mais c'est pas James Bond. Non, c'est ça. Puis là, dans celui-là, voici un Google Translate. J'ai ramené ça. Ça fait longtemps. Puis tu sais... Finalement, il s'améliore-tu? Il s'améliore. J'ai l'impression que c'est même plus un problème. Ouais, c'est parce que tu n'utilises pas Dipple. Dipple est encore meilleur. C'est ça. Oh ouais, regarde, j'ai bien ça. C'est l'ami de tous les enfants, c'est Laurent Boutin. Allô, Laurent. Dis pas ça, je vais avoir des problèmes. Là. Ah, OK. Bon, on reviendra pas là-dessus. Salut, Laurent. Salut. Oui. Ça va? Oui, ça va. Hey, j'espère que tu veux pas d'eau froide. Ouais, c'est dead. Hein? Oui, c'est dead. Hein? Mais anyway, tu mets ton eau au frigo, je le sais déjà. Je sais que je la file parce qu'il y a du plomb dans l'eau en plus. C'est vrai qu'en plus, j'ai oublié ma fameuse bouteille Queen aujourd'hui. Oui, celle que tu pourrais juste laisser ouverte au lieu de l'ouvrir et de la fermer à chaque fois. Ouais, mais l'expérience m'a appris que quand je la laisse ouverte, tu l'accroches, je l'échappe. Je fais un dégât. Tu pourrais la laisser à terre, par contre. Oui. Tu vois, je t'en trouve des solutions. Ça, c'est du bon podcast. Oui, c'est l'ensemble de la culture populaire. Ben oui, c'est ça qui manquait. C'est ça qui manquait. Vas-y, Simon. Oui, donc, voici le Google Translate pour le film de Million Eyes of Sumuru. Yeah. Sumuru, une femme belle mais mortelle avec des projets de domination mondiale. Ils le sont tous. Lorsqu'un couple d'agents secrets rusés et ingénieux découvre son plan visant à éliminer les dirigeants masculins et les remplacer par des agents féminins infiltrés et sexés, il se précipite à Hong Kong et enrôle la police locale pour arrêter son armée d'assassins entièrement féminine, connue sous le nom de The Million Eyes. Non, attends, OK. The Millions Dieux de Sumuru. Fait qu'il a tiré, il a comme traduit la moitié du titre. Ouais, c'est comme en Farja quelque part. Fait que c'est avec Charlie Heaton, qui était dans Goldfinger, Frankie Avalon, qui était un chanteur des années 50 puis qui jouait dans les films de Beach là, des années 60. Y avait-tu un beach body? Pas ce qu'on... Pas ce qu'on s'imagine. C'est ça. Toutes les buddies sont des beach buddies, Ben. C'est vrai, tout à fait. Oui, t'as raison. Dès que tu vas à la plage, t'es un beach. T'es un beach. Oui, mais est-ce qu'une plage existe vraiment si on élimine un grain de sel? Ok, continue. Mais s'il y a personne sur la plage, est-ce qu'il est là? Oui. Il y a aussi Klaus Kinski dedans. Hey. Klaus Kinski a tout fait. Hein? Ce gars-là. Là. Ouais. Donc, ça vient... Ben c'est ça, c'est une version 4K du film. Donc, bravo.
Non, ben écoute, ils se sont forcés pour sortir ce film-là. C'est Blue Underground qui sort le film, qui est la compagnie de Bill Lustig, qui est lui qui a fait les Maniac Cop. Oui, on aime ça. Puis je me souviens d'avoir vu ce film-là version Riff Tracks, donc avec les commentaires, et c'est un des bonus sur le disque Blu-ray du coffret. T'as la version Riff Tracks. Fait que je trouve ça intéressant. Hey, je viens de découvrir. Je sais que certains de Riff Tracks ont participé à Mystery Science Theater dans le temps. Puis je viens de découvrir qu'il y a des channels live sur Plex de Mystery Science Theater. Puis ça a comme changé ma vie. Je peux juste m'endormir sur de quoi. Oui. C'est malade. Ça joue non-stop. C'est non-stop. C'est génial. Ouais. Puis, bon, c'est ça pour ce film-là. Prochain film, c'est The Devil Times 5. Qui est en 4K aussi, un film de 74. Je l'ai vu à Fantasia. Tu l'as vu? Ouais. Cet été, là, parce que c'est Vinegar. Exact, c'est Vinegar qui sort comme là. OK. Ben, je vais te lire le Google Translate, Laurent, puis tu vas pouvoir me dire si ça a du sens. D'accord. OK. Donc, Julie, son petit ami Rick et plusieurs autres invités se sont réunis au chalet de son riche père, niché au cœur des environs enneigés du lac Arrowhead. On vous rappelle que c'est un Google Translate. Leur beuverie décontractée et leurs petites disputes sont bouleversées par l'arrivée inattendue d'un groupe de 5 enfants mystérieux qui prétendent s'être retrouvés bloqués après la panne de leur bus. Oh, ça c'est... Ayant pitié des jeunes, le groupe propose de les laisser rester à la maison jusqu'à l'arrivée des secours. À l'insu des adultes, ces tout petits sont en fait en fuite depuis un asile et ils ne perdent pas de temps pour se mettre à manipuler puis à tuer sauvagement leur hôte sans méfiance. Tu vois, ça c'est une bonne leçon pour la vie. S'il y a des enfants qui cognent à votre porte en vous demandant de l'aide, non, vous les laissez pas rentrer. Jamais. Non, pas ceux-là. Ben, c'est essentiellement ça. C'est ça, hein? Je peux rajouter qu'il y a certaines de ces tueries qui sont horriblement longues et pénibles. Genre filmé, je pense, le premier kill... Il dure, sans joke, 5 minutes de ralenti des kids qui tapochent un monsieur. Mais au ralenti, c'est vraiment, vraiment long. Puis ce que ça dit pas non plus, c'est que ce film est vraiment très horny. Oh! Pour un film mettant des enfants en vedette. Ouais, là, tu vas être pas ton cas. Je pense qu'ils parlent... Écoute... Tu vois, ils ont dit leur beuverie décontractée. Fait que j'imagine que c'est peut-être ça. Eux, ils étaient au chalet pour... En tout cas, il y en a qui avaient d'autres projets. Faire des choses juste au chalet. Oui, les enfants sont pas là-dedans, mais c'est ça, le film, il cherche son ton un peu. C'est comme vraiment très bleu nuit. Puis soudainement, il y a un bout de slasher. C'est dans mon fucking weird. C'est un weird boner. Définitivement. Donc, il y a ça sur Vinegar Syndrome. Un autre de Vinegar Syndrome, c'est Hell's Trap de 1989, qui est un film italien. Un slasher mexicain, excusez. J'étais loin, là. Tu t'es trompé d'accent. Je me suis trompé de région. Le vrai titre, c'est Trampa Infernal. Donc, voici le Google Translate. C'est Nacho et Mauricio are... Ah non, c'est en anglais, ça. Ça l'a pas traduit? J'ai oublié de le traduire, donc arrangez-vous. L'ensemble de la culture populaire. C'est un slasher. Il y a un gars qui a comme un gant avec des couteaux, un peu à la Freddy. Il y a un masque, mais aussi, il a l'air à tuer avec un shotgun. Il a l'air à tuer de plein de façons. Il est très versatile. Ouais. Fait que c'est ça. Le gant aide, mais pas tant que ça. Bon. Sinon, Vinegar Syndrome aussi sort le film My Father is a Hero. Et ce n'est pas le film de Gérard Depardieu. Thank God. C'est-tu basé sur la chanson de Luc de la Rochelière? Papa est un Superman? Oui. Oui? Tu savais? Tu savais, Laurent, que c'était basé sur la toune? Oui. Oui. Oui, c'est un film avec Jet Li. Ils ont écouté la toune de Luc de la Rochelière, ils se sont dit on va faire un film là-dessus. Je trouvais quand même ça vraiment nice que les deux se sont regroupés pour le vidéoclip. C'était pas juste des scènes entrecoupées du film puis lui qui joue à guitare. C'est quand même, en plus Jet Li il joue pas souvent des méchants, puis ça c'est la toune où le gars il bat sa femme.
de Luc de la Rochelière. Ouais, mais je pense qu'ils ont changé un peu le but parce que c'est pas ça qui se passe dans le film. Comme le punch de la toune. Ok, c'est ça. Mais je pense que je les ai vus quand ils étaient en entrevue, les deux, à Concert Plus, à Musique Plus. Oui, non, c'était l'artiste du mois, c'est ça. Ah ouais. Il faisait comme la toune. C'était Nabi ou c'était Abeille? C'était... C'est Nabi et Abeille, cette fois-là. C'est dans une des rares fois. Tu sais, ils étaient souvent ensemble, les deux, là. Animaient souvent ensemble. Ouais, ben, il y avait Nabi puis l'autre, là. Ouais. Puis finalement, Abeille remplaçait l'autre. OK. Parce que Abeille était comme revenu. Forme de pod. Oui, c'est ça. Forme de DJ. Fallait être là. Ouais, je sais pas si on peut trouver ça sur YouTube encore. Non, je sais pas. Puis tu sais, Musique Plus a détruit leur archive. Fait que, ouais, ils les ont pas conservés, je pense. Non. Ça c'est du gâchis. Ouais, j'ai vu d'ailleurs qu'il y avait une émission spéciale à nouveau récemment où est-ce que c'était les années Musique Plus. Je l'ai pas écouté encore. Puis j'ai vu que c'était comme 2 jeunes qui animaient cette émission-là. Je sais pas si on reçu des animateurs qui ont participé littéralement à la chaîne. Moi, je sais que j'ai vu d'une affaire que je pensais que ça allait être un genre de documentaire sur les gens qui travaillent sur Musique Plus. Ouais, c'est un podcast, une série de podcasts. Finalement, c'était comme un show avec des artistes qui venaient chanter. Puis il y avait Shelly, un moment donné, qui était là, qui était invité, mais le reste, c'était comme... je sais pas, j'ai pas compris c'était quoi. Honnêtement. Je trouve ça plate. Je sais pas si quelqu'un a gardé les archives de Monsieur Net ou tu sais qu'il y a des copies des épisodes. Je me suis googlé l'autre fois, genre j'ai googlé l'émission puis j'étais dessus, mais j'aimerais ça voir les autres. Ouais, il y en a sur YouTube, mais ouais, c'est ça, il y en a quelques-uns. Est-ce que Denis a tout ça dans son non, je pense pas qu'il y a accès à ça, non. Non, il y a la tête de Walt Disney par contre dedans, là, c'est incroyable. Mais, Fait que Jet Li. Ouais, fait que Jet Li puis Luc de la Rochelière. Donc voici le Google Translate pour My Father is a Hero. Gong Wei est un policier infiltré vivant en Chine continentale. Et excusez, il est si infiltré... Tabarnak, c'est mal écrit. Il est si infiltré que sa propre femme et son fils ne savent pas qu'il est flic. Après l'arrestation d'un gangster de niveau intermédiaire, je m'en allais dire international, puis je suis comme déçu du mot. Intermédiaire. Niveau intermédiaire, surnommé Blackie, Wei reçoit l'ordre de ses supérieurs d'aider Blackie à s'enfuir à Hong Kong pour tenter de gagner sa confiance et d'infiltrer son gang. Lorsqu'une vente d'armes tourne mal, Wei attire l'attention d'une détective de Hong Kong nommée Han Fong qui commence à enquêter sur lui. Les choses, ce qui est écrit là, ça fait pas. Je comprends pas. C'est pas intéressant. Ce qui est intéressant à savoir avec non, mais c'est vraiment bien adapté la toune par exemple. Ben c'est ça. Comme pratiquement mot à mot. Mais check, il y a un refrain là dans la toune où il parle de son enfant. Ouais. Puis c'est dans ce film-là que Jet Li pogne son kid. Ah, puis qu'il lance. Puis qu'il lance comme un slingshot sur des méchants. Oui, puis ils ont filmé ça. Puis vous allez regarder la séquence sur Internet à la place Versailles. Ah oui. Tu sais, le décor, là, c'est ça. Oui. Avec la fontaine. Là. La fontaine, là, puis ouais, fait que c'est un film de Corey Yuen. Je découragé. Je comprends pas pourquoi. Non, je suis très diverti. Au contraire. Ouais. Corey Yuen, ses films sont vraiment le fun d'habitude. Il est décédé récemment d'ailleurs. Shout out à son œuvre. C'est No Retreat, No Surrender, Corey Yuen. Ouais, exact. On a vu un ensemble. Ah. Ouais. Donc, c'est ça pour ça. J'ai bien hâte, celui-là, de le revoir en Blu-ray. Là. C'est pas en 4K. Tu l'as-tu commandé? Oui. Je me suis ruiné en commandant du Vinegar Syndrome. Est-ce que les livreurs de Vinegar te reconnaissent ou c'est un gars différent? C'est juste la poste. Ah, ok. Monsieur Poste. Ils reconnaissent la porte, mais Simon, il est jamais. Juste comme derrière le rideau, là, il s'en va dessus. Sinon, je veux juste mentionner qu'il y a une version de Godzilla Minus One qui sort en 4K cette semaine. J'ai pas écouté encore. Il y a le film Zoltan. Hound of Dracula. C'est qui sort en 4K aussi. Le liseur de Bonaventure. Non, c'est le chien. C'est le chien de Dracula. C'est le même nom, mais c'est le chien de Dracula. Puis sur le cover, c'est un chien avec des dents de vampire. Ouais. Oh. Parce que c'était important de rajouter des canines à un chien. ouais. Et une réédition de Shout Factory qui ressort de Stepfather en 4
cas. Et c'est drôle parce que je l'ai écouté cette semaine sans savoir que ça sortait. C'est la première fois. Sur Netflix, je pense. Ah, ça, je sais pas. Je l'ai écouté d'une autre façon. Puis, c'est avec Terry O'Quinn qui est Locke dans Lost. Ah ouais, John Locke, mais qui est aussi... Dans Millennium, il joue aussi dans le film... il joue dans le film X-Files, c'est lui qui fait exploser le building. Oui, c'est vrai que je me souviens. Avec sa petite moustache. Mais je l'ai revu récemment, en plus, je suis comme, ah oui, ce gars-là. C'est ironique parce que c'est dans le même univers que Millennium, fait que comme c'est... Puis son personnage, je pense, c'est un ancien du FBI aussi, fait que ça... En tout cas, c'est weird. J'ai l'impression qu'il joue souvent des anciens du FBI. Il y a une face pour ça. Ouais. Mais là, dans ce film-là, j'ai été surpris parce que j'étais sûr que ça allait être vraiment niaiseux et de base là, comme film. Tu sais, le Stepfather, puis tu sais que c'est un slasher avec un gars qui tue sa famille. Mais pour vrai, le film il était vraiment bon. J'ai jamais osé le regarder. Les acteurs sont bons, surtout lui. Là. Puis la tension, elle fonctionne. Tout le long, il y a comme un crescendo. Nice. Puis, je le suggère. Je me souviens que la pochette, c'était comme des mains qui sortent de la noirceur avec une cravate pour comme étrangler quelqu'un, tu sais. Ouais, ça se peut, mais il y a le poster, en tout cas le premier, c'est lui devant un miroir, puis il y a comme deux faces. Ok, je vois genre. En tout cas. Oui, ça avait été sur mon beau-père à moi dans le temps que ma mère s'est remariée. C'était des bas dans des sandales qu'on aurait vu sur le poster. The horror. The horror. Merci Simon, on continue avec toi. On va l'entendre pour la deuxième fois ton thème. Je me suis trompé tantôt. Ouais. Tu as eu mon thème? Ouais. Je suis désolé. C'est correct. Moi aussi, j'aime ça, les mots. Ben oui. Ça le voit. Je suis là pour partager. Avant toute chose, Laurent, es-tu excité de remplir le Théâtre Plaza, toi, le 28? Oui, je suis très excité. Je suis très nerveux au sujet de mon déguisement d'Halloween. Oui, moi aussi, déguisement, puis ma chronique, je suis déjà en train de travailler dessus parce que je veux que ça soit... faire une chronique, puis je veux pas que ça soit dans la minute, puis que ça soit bon, puis fait que je me mets de la pression. Ouais. Aussi, en ce moment, je suis nerveux à savoir si je vais devoir déménager le lendemain, fait que... Tu me niaises-tu, déjà? Mais là, ils peuvent pas vous forcer dehors comme ça. Non, mais on a visité des choses intéressantes. Ah, OK. Est-ce que c'est dans mon bout? Tu rejoins-tu mon bout? C'est le même bout qu'actuellement. Je suis tout le temps tout seul. Pas si loin. Non, je sais bien, mais j'aime ça. Entre nos deux bouts, ouais. Je connecte vos deux bouts. Oui. Mais ça, on a dit qu'on n'a jamais en parlé de cette soirée-là. C'est le livre de ton sextape. Oui, c'est ça. Le titre de ton sextape. Ouais. Funding Confidential. Les gars, connaissez-vous le festival Animaze? C'est un film d'animation au mois de mai? Animé? Animaze comme un labyrinthe. Un labyrinthe, c'est ça. Oui. Ou comme Amazing, je pense que c'était plus ça le but. Vous saurez que c'est la 11e... Non, on est bêtés. C'est l'automne. Non, mais votre réaction me rassure parce que j'ai vu aujourd'hui que c'était la 11e édition du festival Animaze qui se décrit comme le Festival international du film d'animation de Montréal. C'est la première fois que j'entends ce nom. Je pense que j'en ai déjà entendu parler. Je pense qu'on a même parlé à l'émission, si je me souviens bien. Ah ouais? Mais ça fait longtemps que ça roule. Hein? On a sûrement fini par dire il se passe bien des affaires, là, on oublie. Mais tu sais, je connais les sommets de l'animation de Montréal. Je pense à la Cinémathèque à chaque mois de novembre. Ça, c'est clair. Avec ça. On en a parlé, puis on en a parlé aussi quand Bernatchez avait fait sa fausse conférence. Du monde sortait parce qu'il pensait que c'était une vraie conférence. J'ai encore des regrets de ne pas être allé à ce fois-là. C'était la chose la plus méta et hilarante que j'ai vue depuis un crise de bout. Le monde s'en allait pour vrai. Ah oui, parce que le monde pensait qu'il allait assister à une vraie conférence d'un spécialiste, quand tout ça est en fait un gros troll. C'était du trolling, puis à un moment donné, c'est surtout devenu apparent quand Dom Massy est arrivé couvert de farine pour imiter un personnage. Parce que... Ah oui, c'était un personnage récurrent, ça. Au lieu de se mettre genre du gris dans les cheveux, il se mettait de la farine partout. Oui, il a déjà fait un no-live. Ouais, il a fait un George Lucas. Ouais, c'était George Lucas spécial de Noël. C'est pas tout le temps George Lucas. Non, c'est juste un gars avec les cheveux gris. Je pensais que la face pleine de farine, c'était George Lucas. Non. C'est surtout les cheveux plus que la face. OK. Excuse-moi, je t'ai coupé. Ah, ça va. C'était
Un bon segway. Tout ça pour dire que j'ai vu ça d'annoncer sur mon Facebook via un post commandité, mais que j'ai passé tantôt une demi-heure à chercher des infos sur qu'est-ce qui se passe à ce festival-là. Ouais. Et je sais que ça commence dans 2 jours et que rien n'est vraiment annoncé encore. Ah, il n'y a rien sur le site officiel? Est-ce qu'il y a un site officiel? Il y a un site officiel, il y a un Facebook officiel. Le Facebook officiel, il y a des commentaires il y a 2 semaines qui est comme la programmation complète s'en vient bientôt. Boy, ça joue aussi dans le jour. La pub, moi, que j'ai vu passer, d'où mon intérêt, disait qu'il y aurait un masterclass de Bill Plympton, qui est un cinéaste d'animation qui roule sa bosse depuis des années, qui a fait plein de classiques de courts-métrages un peu psychotroniques, puis qui est comme resté super indie, puis qui fait son thing. Yep. C'est un homme que j'aime beaucoup, que j'ai déjà rencontré 2 fois dans ma vie. Il est super fin et comme vraiment comme proche de son public. Puis là, c'est ça. Ça disait qu'il y aurait un masterclass de Bill Plympton et la projection de son dernier film, Slide, qui est comme un peu infamous déjà parce que il a été projeté à Annecy. Pas cet été, mais l'autre année d'avant, mais dans une version pas finie, parce qu'il n'a pas réussi à finir. Ça arrive des fois pour des festivals. Mais puis, il est souvent en train de se chercher du financement. C'est ça qui est plate, d'être indépendant. Fait que je pense qu'il n'a pas réussi à finir son film. Puis là, les gens qui l'ont vu étaient comme, qu'est-ce que c'est que cette cochonnerie pas finie? Pourquoi je vois ça? Son film, il est supposé être fini, là, je pense, en début d'année. Fait que là, ça serait ça la projection. Je ne puis vous dire c'est quand, par exemple. Parce qu'on probablement, parce qu'on n'a rien. De ce que j'ai compris, c'est du 11 au 13 septembre. Le 11, ça serait une soirée de lancement avec DJ au House Gang Plaza, sur la Plaza Saint-Hubert, au coin de Bellechasse. Est-ce que c'est Abeille Gélina, le DJ? Non. Il y avait un nom de DJ, mais ça me disait rien, alors qu'Abeille, je m'en serais rappelé. Non, ça fait 2 fois qu'on parle d'elle aujourd'hui. Elle doit penser à nous. Oui, j'aimerais ça. Jamais 203, hein? Ben oui, attends, on va la sortir en moment. Vous n'y attendez pas. Oh, ce serait malade. Notre invité à notre spécial Halloween. Il y a des trucs plus weird qui sont arrivés au mystérieux. Oui, fait que tout est possible. Puis sinon, si j'ai bien compris, le 12 et le 13 septembre, là, c'est cette semaine. Là, c'est jeudi, vendredi. Ouais. Il y a des projections qui se passent au cinéma du musée. Donc, en dessous du musée des Beaux-Arts sur Sherbrooke. Je sais pas, ça sera quoi? Quelque chose là-dedans devrait être Slide de Bill Plympton. Puis peut-être qu'il y aura d'autres choses. Ou peut-être qu'il projette Slide 2 fois. C'est un peu veg si on est à 2 jours de la... On est quand même à 2 jours de tu sais, puis honnêtement, là, leur site web, je cherchais des infos, puis ça m'a donné des flashbacks de la fois où j'ai été un épais, puis que j'ai acheté un Nintendo sur un site weird d'Internet que j'ai vu dans une pub Facebook, puis qu'il y avait genre des mini Nintendo et des drones, puis que je me suis dit, ah oui, mais c'est louche, mais je veux vraiment un mini Nintendo. Voici de la... Tu fais avoir. Voici mon virement Interac. Oui. Ben oui, je me suis fait avoir. Ben oui, Christy. Ben oui, c'était évident, mais j'étais comme... quoi, finalement? Ben, j'ai rien reçu. Ah, OK. Mais ouais, écoute, je pensais que tu allais recevoir une cochonnerie. C'était une longue saga. La police de l'Ontario qui s'occupait du dossier après, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui s'étaient fait avoir. Néanmoins, m'a quand même appris que la plupart des gens n'avaient pas reçu. C'était quand Nintendo ils faisaient leur petite machine, le NES Mini, puis le classique Super NES Mini. Puis je pense qu'il y a des gens qui avaient reçu un genre de knock-off chinois, mettons. Oh. Mais moi, je pense que j'étais arrivé à la fin, puis il s'est pas donné la peine de monter. Ils ont juste fait fuck it. Ouais. Okay. C'est comme il s'est dit, pourquoi ça me coûterait de l'argent? Je peux juste scammer les gens, en fait, sans leur donner rien en retour. C'est encore mieux. Ouais. Voilà, fait que, rappelle le nom pour les gens qui vont essayer de voir c'est quoi la programmation les prochains jours. Animaze, donc un labyrinthe animé. Ou amazing animation. Mais c'est ça. Checkerez ça. J'imagine que quelqu'un va se dire comme on n'avait pas de quoi de prévu demain, il faudrait peut-être qu'on s'organise éventuellement. Je le souhaite. Mais sinon, écoutez, prenez un guess. Là. Il y a sûrement un film, le nouveau western de Bill Plympton qui a l'air nice en quelque part là-dedans. Cool. Merci, Laurent. Petite nouvelle triste, j'ai pas le choix de le souligner, ça vient d'arriver, ça vient d'être annoncé. En fait, James Earl Jones, l'acteur légendaire qui a été rendu célèbre grâce à sa
sa chaleureuse voix, là, on va le dire. Là. C'est quand même lui qui incarnait Darth Vader. Est décédé à l'âge vénérable de 93 ans. Il a eu une carrière excessivement prolifique, autant à la télévision, au cinéma et au théâtre, qui s'échelonnait sur plus de 60 ans de carrière. Son dernier film, je sais pas si malheureusement ou heureusement, je l'ai pas vu, c'était Coming to America 2 en 2021, où il reprenait son rôle. J'avais oublié il était là-dedans. Il était là-dedans, mais il a fait plein de films. Là, il a fait The Lion King, The Fields of Dream, Coming to America, je l'ai dit, Doctor Strangelove, et comme je l'ai mentionné, c'était la voix de Darth Vader. Ironiquement, James Earl Jones, quand il était jeune, bégayait. Et donc, après avoir passé au travers, là, il s'est comme... je ne veux pas dire qu'il s'est pris en main, mais il a réussi à régler son problème puis il a incarné une des voix les plus iconiques du cinéma. Donc, c'est un gros morceau qui nous quitte. Ouais. Et voilà. Si je me fie... excuse-moi, Laurent. Je voulais juste rajouter qu'il était Gingivite Murphy. Exactement ce que j'allais dire. Et il incarnait Barney dans l'adaptation cinématographique télévisuelle de la rencontre de Benny et Barty Hill dans les... le supposément premier couple enlevé. C'était lui qui incarnait Barney. OK. C'est un fait que j'ai dans ma tête. Ouais, moi pourquoi. Le premier couple enlevé? Oui. Disons l'histoire la plus populaire d'enlèvement extraterrestre. Ah, OK. Oui, j'ai pas mentionné extraterrestre, excusez. Je vais te demander. Oui. Ben, j'avais compris par c'était toi, mais... Oui, je me suis dit que c'était sûrement ça, mais je voulais des fantômes qu'il clarifie. Merci, non, t'as bien fait de me le rappeler. T'allais-tu dire de quoi, par contre? Non, c'est ça, j'allais parler de Bleeding Gum Murphy puis de sa voix d'annonceur à CNN aussi. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Bon, ben c'est ça. Gros morceau qui part, mais il y a eu une longue et belle vie, je crois. Sinon, qu'est-ce que je pourrais... Hey, j'ai vu un film récemment, mais je voulais vous en parler, puis je sais que Laurent l'a vu également. Je sais pas si toi, tu l'as vu, Simon. Non, mais c'est pas en dernière partie de l'émission qu'on parle de ça? Non, là, on parle pas d'un vrai film à la fin. À la fin, c'est pas un vrai film, OK? Là? C'est pas un vrai film. Non, je suis allé voir Alien Romulus, du réalisateur Fede Alvarez, qui l'a co-scénarisé. Ah non, moi je l'ai pas vu. Tu l'as pas vu. J'irai pas en spoilers, inquiétez-vous pas, je ferai pas Mathieu Niquette de moi-même, parce que Mathieu a spoilé des affaires il y a pas si longtemps. C'était Belge en tabarnak. Hein? Qui l'a spoilé. Ah non, moi je trouve que les gens l'ont pris beaucoup trop au sérieux. Ben, c'est parce que je l'ai averti 3 fois, puis il l'a fait pareil. Mais tu sais, c'est pas... C'était quand même un gros spoil. En tout cas, j'ai déjà oublié c'était quoi. Le film était déjà sorti. J'en rappellerai pas, là. Mais bon, le film est actuellement en salle. Moi, je suis un gros fan des 2 premiers films de la franchise Alien, puis Aliens, puis ça se perd un peu. Quoique le 3, si vous écoutez la version du réalisateur, elle est meilleure. Puis le Resurrection, c'est juste du schlock. Là. Puis ça fait longtemps que je veux voir un bon film d'Alien. Puis, je dois dire que les 30 premières minutes de mon écoute, j'étais full all-in. T'sais, la direction artistique du film est incroyable. Il y a du 7 pistes en maudit là-dedans. Si vous voulez, le futur vu, perçu des années 70, là, comme les écrans LCD et compagnie, là, on y va full la caisse. Puis, les personnages sont attachants. Fait que quand tu commences, quand ils vont mourir, ben, ça va me faire de quoi? Parce que je suis attaché à ces personnages. Quoique j'ai trouvé que les gens sont très très critiques, on le qualifie de fan-film. Il y a beaucoup de fan-service, puis c'est vrai que je trouve par moments c'est absolument inutile où on fait des callbacks assez houleux sur d'autres films, puis ça n'a pas rapport parce que c'est pas du tout lié. Mais j'ai trouvé que le film essayait de consolider le premier et les films de Ridley Scott avec le goût extraterrestre et tout ça. Là. Donc, c'est un petit peu là-dedans. Genre Prometheus puis Covenant. Ouais, surtout Prometheus. Fait que j'étais excessivement diverti, puis c'est vrai qu'à la fin, ça vient plus, ça a plus rapport. Là. Ça vient juste comme une succession de scènes d'action qui finissent plus, puis c'est pas surprenant parce que c'est déjà établi depuis longtemps que ça va pas se finir. C'est pas comme la fin de Alien ou Aliens où il y a tout le temps une deuxième fin, mais tu la vois pas nécessairement venir. Là, tu la vois venir. Mais sinon, somme toute, je te dirais qu'après le 1 puis le 2, c'est mon Alien préféré. Okay. Malgré les problèmes, malgré l'étiquette fan-film que certaines critiques qui ont donné, j'ai trouvé ça excessivement divertissant, stressant par moments, comme un film d'Alien doit l'être. Surtout les facehuggers sont très mis de l'avant dans ce film-là, plus que les xénomorphes. Puis c'est pas des belles petites créatures. Hein? Ça vient chercher de quoi de primaire en nous. Fait que c'est ça. Je dirais que si vous êtes intéressé par Alien, vous voulez mettre la main sur quelque chose de quand même unique, c'est Alien Romulus. Ça vient scratcher une envie d'Alien que j'avais. Toi, Laurent, t'es moins satisfait, je pense, que moi. Écoute, sur le coup, j'ai vraiment passé un bon moment. Ouais. Le film est très efficace. Surtout la première partie. Les 30 premières minutes sont très têtes.
Mais après, je trouve qu'il... Moi, ce que j'aime dans Alien, c'est... J'aime beaucoup le lore d'Alien. Moi, j'aime ça quand on m'amène des nouvelles pièces de lore. Ouais. Puis je trouve que le film, il m'a failli sur ce plan-là. Il passe juste à côté. Ouais. Ouais. Dans le sens que, tu sais, puis je pense que c'est pour ça que je suis très team Prometheus, là, contrairement à beaucoup de gens. Moi, je l'aime vraiment beaucoup. J'ai pas détesté Prometheus. Non, moi, j'ai bien aimé, moi. Ouais, fait que, tu sais, c'est ça. J'aime ça quand on vient rajouter une pierre à l'édifice. Là, j'ai plus l'impression d'avoir révisé d'anciennes pierres à l'édifice. Puis alors que il y aurait eu, ça, je peux pas trop en parler sans spoiler non plus, mais il y aurait eu juste quelques instances où on aurait pu tweaker une affaire qui aurait pu être nouvelle, tu sais. Puis je suis comme, c'est un peu passé à côté pour moi, mais sur le coup, c'est très efficace. Ouais, très efficace. Je pense pas que je vais y repenser souvent. Je vais faire un parallèle avec, comment je peux dire, avec le Ghostbusters 2016, là, avec les actrices. Le monde l'attendait ça qu'un... le film était déjà condamné avant qu'il sorte, puis je pense pas que c'est un très bon film, quoique je trouve que les actrices sont vraiment bonnes dedans. Mais le film arrêtait pas de nous rappeler constamment qu'il y avait un autre film qui existait, puis c'était Ghostbusters, puis avec des acteurs qu'on aime, puis des personnages établis, mais qu'on le verra pas, parce qu'il y avait tellement de caméos situés dans le long métrage que t'arrêtais pas de te rappeler. Non, on est d'accord. Ce que j'essaie de dire, c'est que Alien Romulus fait un peu la même chose, où c'est très original au début, puis plus ça avance, plus on multiplie les clins d'œil qui n'ont pas raison d'être. T'es pas en train de rajouter au lore. T'es pas en train de... Si tu fais répéter cette phrase-là à un personnage qui n'a aucun lien avec Ripley, t'es pas en train de rajouter de la profondeur. Ouais, genre, il y a un personnage qui dit une phrase qu'elle va dire, mettons, dans le deuxième. Dans le deuxième, puis ils se sont jamais rencontrés. Exactement, puis ils n'ont pas de lien. Fait que ça, c'est juste... Puis non seulement tu le fais une fois, tu le fais plusieurs fois. Fait qu'à la manière de Ghostbusters de 2016, tu finis par juste te rappeler ce que tu aimerais écouter ou ce que tu as déjà vu, et pas ce que tu es en train d'expérimenter. Puis la première demi-heure, je me répète, mais elle est très unique. Tu sais, je trouve qu'il y a une montée qui est intéressante. Puis nous, en tant qu'audience, on sait que ça va débouler, là, que ça va pas bien aller. Puis les deux personnages principaux, notamment celui de Andy, interprété par David Johnson, je l'ai trouvé excellent. Il joue un androïde, c'est pas un spoiler, on le voit tout de suite. Mais un androïde qui a un jeu assez... Juste par sa physicalité, il y a un range incroyable. Puis ce jeune acteur-là, vous allez voir, on va le voir partout, juste pour cette performance-là. Puis si l'histoire est un peu bébête, je dois dire que c'est quand même super bien réalisé. Je trouve que Fede Alvarez est excellent. Ça, j'ai rien à dire. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a des bouts où de plus en plus le film devient un film d'ado. Mais je trouve que le qualifié de fan-film, c'est un petit peu trop sévère. Mais écoutez, c'est un très bon fan-film en même temps. C'est pas nécessairement... C'est parce que fan-film, ça veut dire que c'est qu'il n'y a rien d'original. Puis c'est juste une lettre d'amour à ce qui était le ou les films qui ont inspiré celui-ci. Mais je pense pas que c'est vrai. Je pense que c'est trop dur pour moi. Quand j'ai écouté la critique de Red Letter Media, qu'on cite souvent à l'émission, j'étais je comprends, mais je suis pas d'avis avec vous autres, les gars. Vous me direz ce que vous en pensez. Si vous voulez m'écrire sur SpeakPipe, vous me donnerez un message vocal puis vous me donnerez votre appréciation. On continue avec toi, Simon? On peut bien. On va le sortir, ton jingle, pour vrai, cette fois-ci. Là. C'est pas vrai que... Attends une minute, là, il est là, regarde. Ça faisait longtemps? Ouais. Mais je parlerai pas d'X-Men tout de suite. C'est correct, t'es pas obligé de parler des X-Men dans ton jingle, à la suite de ton jingle. Ouais, ben je vais vous parler de quelques films que j'ai écoutés, mais surtout, j'ai comme un genre de dossier, si on veut, sur Jim Wynorski, qui est un réalisateur de série B, qui a fait, entre autres, Chopping Mall, le centre d'Achi. Et que dans les années 2000, il continue à faire des films... Et j'ai quand même écouté une couple de ces films de ces années-là, et ce qu'il fait souvent, c'est prendre des scènes de plein d'autres films puis de monter ça avec son film. Ça veut dire que c'est comme de la récupération de trucs, mettons des séquences d'action au complet qu'il va mettre dans son film, puis là, à un moment donné, t'as un plan rapproché de l'acteur
de son... En tout cas... Mais c'est ses films à lui ou c'est des films que lui n'a pas réalisés? Oui, il les a réalisés. C'est un peu ce que Godfrey faisait. Non, c'est ça. Il y a des films que oui, il a réalisé, mais il y en a d'autres que non. OK. Mais il a le droit de faire ça? Ou c'est... Je sais pas. Peut-être si c'est le même studio. Peut-être. Il y a peut-être une entente. Peut-être que, tu sais... le studio vend des images. Fait que là, lui... Je vais vous donner un exemple. Un film que j'ai regardé, c'est Crash Point Zero, un film de 2000 sur... il y a des terroristes qui prennent en otage un avion. L'avion s'écrase dans une genre de montagne enneigée. Puis là-dedans, il y a un genre de bombe... de molécules qui peut faire exploser le monde, en tout cas, whatever. L'affaire, c'est que je vous ai parlé qu'il y a un écrasement d'avion dans des montagnes enneigées. Ben, le film commence, puis t'as déjà des scènes tu remarques qui viennent de Cliffhanger. OK. Parce qu'à un moment donné, t'as comme des personnages qui marchent sur le bord d'un ravin, puis tu regardes, puis hey, c'est Stallone. Fait que là, il y a ça. Puis, à un moment donné, il y a comme dans Cliffhanger, il y a une longue séquence où c'est un avion qui arrive à côté d'un autre qui le hijack. Ou en tout cas, il vole quelque chose avec un cordon entre les deux. Ils refont la même affaire. Puis, t'as des séquences filmées dans l'intérieur de l'avion qui vient toutes de Cliffhanger. Oui ou non? Mais vu que dans cette séquence-là, les acteurs dans Cliffhanger, ils ont des masques. C'est correct parce qu'on va pas les reconnaître. C'est ça. Puis là, ils rajoutent des scènes avec du monde qui ressemble, habillé pareil, avec des masques. C'est con. Fait c'est ça. Puis toute la fin, la séquence d'action de fin du film, c'est juste... comment ça s'appelle? The Long Kiss Goodnight. Le film avec Gina Davis, Samuel Jackson, à la fin, il y a comme une fusillade sur le pont. Qui s'en vient au Québec, justement, là, c'est ça, à la frontière. Il y a une grosse explosion. Tout ça, c'est mis dans ce film-là. Crash Point Zero, avec quelques séquences de Treat Williams dans un char. T'sais. Mais je pense que t'avais mis sur ton... T'avais mis ces extraits-là sur Instagram, puis je pensais que t'écoutais de Long Kiss Goodnight. Non, c'est ça. Fait que t'écoutais ce film-là. J'écoutais ce film-là. Volait des scènes. Oui, puis c'est parce que c'était pas subtil. Là. Mais non. Fait que là... C'est quand même des gros films, mettons. Oui, les gens les ont vus, là. Mais tu sais, un autre exemple, j'ai écouté le film Raptor. Il est sorti en 2001. OK. Ça m'intéresse. Mais ça... Il a volé des scènes où, en tout cas, ça, c'est peut-être moins volé parce que c'est sûrement le même studio, mais c'est bien des séquences de Carnosaur. Carnosaur qui est une production de Roger Corman. Il volait pas super-héros déjà. Non, vraiment pas. Puis ça fait plein de films que je vois avec des dinosaures ou des lézards géants qui utilisent des scènes de Carnosaur. Puis là, quand j'ai vu ça dans celle-là, j'ai fait « Tabarnak, encore! » Carnosaur, le dos large. Ouais, pas mal. Puis, c'est ça. Sinon, j'ai... Si je m'excuse, mais c'est comme si... Il y avait des gens ici qui prenaient plein de scènes à genre Papa est un lutin, genre c'est ce niveau de vidange. Tu sais, comme non, ils n'ont pas pris ça à Jurassic Park. Non, j'ai dit on va le prendre à Carnosaur. Non, c'est la popette là, qui gruge un ventre puis qui a juste du sang. Mais j'ai du respect pour Carnosaur parce que c'est tellement ridicule que c'en est risible. Puis je pense que Papa est un... mon papa, c'est quoi? Papa est devenu un lutin. C'est juste paresseux puis ça manque complètement de talent. Oui, ça c'est sûr, mais... Aïe, excusez. Tu as eu comme un flashback. Ouais, j'ai revu des scènes. Pour ton PTSD est embarqué. Ouais. Sinon, tu sais, un autre, c'est Final Voyage de 2000. C'est la même année que l'autre. Là. Fait que le gars, il en fait comme 4-5 par année. Ouais. Et là, ça, c'était comme une copie d'Under Siege. Fait que imaginez toutes les scènes de films qui viennent de sous-marins. Fait que tu sais, t'avais... Red October. Exact, t'avais ça. Das Boot. Tu sais. Puis l'affaire, c'est qu'ils s'en calissent que l'année fit pas. Oui, parce que le sous-marin dans Das Boot versus celui dans The Hunt from Red October, c'est deux affaires complètement différentes. Mais c'est pas important. Puis aussi, ben, Ice-T sort pas d'un gâteau dans ce film-là. Comme Siege. Mais le film que je veux surtout vous parler, c'est le film qui s'appelle A Blaze.
sorti en 2001, qui est un film sur un genre d'incendie catastrophe là, qui fait que toute la ville pogne en feu. Qui a fait des extraits de Backdraft? Non, pire. Il a mis des extraits du film City on Fire de 79, qui est un film qui est tourné à Montréal. OK. Puis celui-là, je l'ai réécouté il n'y a pas si longtemps. Je l'avais vu il y a comme 5-6 ans, puis là, je l'ai écouté au début de l'année. Puis, tu sais, dans ce film-là, c'est ça, t'as la ville qui pogne en feu, le maire, c'est Leslie Nielsen. Puis, tu sais, il y a un genre... Donald Pilon, il est là pour une réplique. Oh, wow! Puis, il y a une rue qu'on voit. Ils ont créé un décor, clairement, mais ils ont pris des affiches de Montréal. En français? Parce que, c'était pas en français, mais il y avait le logo de Mike's qui est là. Mais là, il est dans le film A Blaze de 2001. Fait que là, t'as des scènes avec du monde qui sont en 2001... Puis là, ça coupe avec des scènes d'extérieur où tu vois des chars de 1979. C'est con, t'as des séquences dans l'hôpital, parce que, ouais, c'est ça, c'est que l'action se déroule surtout dans un hôpital où ils veulent sauver le monde du feu. Puis c'est ça, c'est que t'as un corridor que tu vas voir, c'est filmé, c'est lui qui l'a filmé. Puis là, ça coupe, puis là, t'as un autre corridor, puis là, c'est des images de 1979. Fait que le look, il est comme mais comment tellement bizarre. Est-ce qu'ils pensent que les gens vont pas s'en rendre compte ou ils s'en sacent? C'est sûr qu'il est Je weird. pense qu'ils s'en sacent. Mais tu sais, le centre d'Achi, c'est le même réal, right? Ouais. Chopping Ball, c'est quand même bien fait pour du série B, là. C'est pas dégueulasse. Puis tu sais, ses premiers films, il y avait quand même un peu d'effort, mais à un moment donné, je pense qu'il a viré à... l'important, c'est que j'en fasse le plus possible. L'important, c'est la quantité. Et la quantité avec le plus de filles, avec les seins à l'air que je peux mettre. Il a fait un reverse David de Coteau. Il a fait un reverse David de Coteau qui lui fait juste plus de films avec des dudes dans le Avec des dudes dans le chest. Oui, c'est ça. Okay. Puis c'est ça. Puis tu regardes sa filmographie, puis c'est souvent ça. Réutiliser des séquences, surtout dans ces années-là. Mm-hmm. Puis sinon, c'est des films de gros monstres avec du CG vraiment cheap, là, comme Komodo versus Cobra, que j'ai regardé. Uh-huh. Puis là, il y avait aussi The Curse of the Komodo, qui était pas une suite, mais qui a fait l'année d'après. Je comprends rien, mais je trouve ça fascinant. Il est-tu décédé, lui? Non, il est encore là. Il est encore actif? Je pense qu'il en fait encore. Letterboxd m'apprend que dans A Blaze, par contre, il y a Ice-T. Est-ce qu'il est dans un gâteau? Non, il n'est pas dans un gâteau non plus. Décevant. Puis Ice-T, il y a toujours... Il y a le même jeu. Le même jeu. Qu'il soit méchant ou gentil ou peu importe, il est pas un toujours acteur. pareil. Ben non, mais il joue dans une série, là, tu sais, ce qu'il appelle un procedural crime, là, genre, je ne sais plus c'est quoi, le Law and Order, un affaire de même. C'était un des rôles principaux, là. Ouais, mais il devait tout le temps jouer pareil. Je sais pas. Eh bien. Il a l'air en crise, c'est ça son niveau. Ouais. Puis, juste avant que je vous quitte... non, je vous quitte pas, mais ma chronique quitte ce moment. Ce monde, oui. Je sais pas. J'ai plein d'ACV aujourd'hui. Wow. Je suis allé voir aussi au cinéma. Je suis allé voir Deadpool et Wolverine, évidemment. Spoil-le, nous. Non. Mais aussi, je suis allé voir Charlie Tango. C'est quoi ça? Quoi? Et ça, c'est le dernier film de Simon Boisvert. Rappelle-toi les gens à la maison qui ne savent pas c'est qui Simon Boisvert. Simon Boisvert, maintenant plus connu sous le nom de Snake70, c'est un analyste sportif qui méconnu de plusieurs personnes qui suivent sa carrière en tant qu'analyste sportif, faisait aussi des films autoproduits, avec souvent des films sur des relations entre couples et entre hommes-femmes. Il a fait ça pendant plusieurs années. À un moment donné, il a comme pris un break, puis là, il est revenu. Et là, il a sorti un film qui s'appelle Charlie Tango. Il est sorti au cinéma. Mais là, il n'est plus au cinéma, mais il est disponible en location ou en achat digital. Comment t'as trouvé ça? Je vais réfléchir un peu, là. Je te dirais que techniquement, c'est son mieux réussi.
OK. Ouais. Dans le sens que là, il est arrivé un peu dans le temps où les caméras sont abordables. Fait que je sais pas. Techniquement, c'est bien. L'histoire, tu sais, ouais. Je veux pas trop spoiler parce que ça se trouve facilement. Puis je veux encourager les gens quand même à l'écouter. C'est du cinéma québécois. Oui. Ben oui. C'est plate, mais c'est un film en anglais. Puis ça file... C'est vraiment un thriller, ce qui est nouveau pour lui. Puis ça file comme un thriller d'après-midi à nouveau. Mais il y a David Lahaye qui joue dedans. Il a un petit chapeau tout le long sur sa tête. Puis il joue exactement pareil comme Simon Boisvert joue dans ses autres films. OK, fait qu'il était bien dirigé. Ouais, ou soit il a regardé les films de Boisvert puis il a dit « Je vais jouer exactement comme lui ». Mais là, t'es allé voir au cinéma. Ouais. Y avait-tu du monde dans la salle à part toi? Non, on était 3, puis c'était tout. Fait que vous êtes permis de Oui, on a parlé fort. Parce que j'aurais pas fait ça sinon. Mais non, puis on rappellera Chez Vive. non, c'est ça, faites pas ça au cinéma. Que t'étais dans un documentaire dédié à Simon Boisvert qui était réalisé ou produit par Simon Boisvert. C'est fucked up, ça. Simon Boisvert a fait un documentaire sur lui-même et je suis dedans. C'est fou ça, mais c'est pour ça que je pensais qu'il t'avait invité à une première. Oui, c'est ça, je pense. Non. Il m'a même pas remercié dans le channel. Ah bon? Non, c'est correct. Puis... Ouais, mais c'est ça. Ça met en vedette aussi celle qui jouait Caitlyn dans Les Vieux de Gracie. Tu sais que t'avais Joey avec le chapeau. T'avais sa blonde. Ouais. Puis, fait que je trouve ça drôle. Il est comme... parce que... Joey a joué dans l'autre auparavant. Oui, a joué dans 40 is the New 20. Un film, ça fait comme plus que 10 ans qu'il est sorti. Ouch. Mais là, c'est ça. Puis là, c'est un thriller. Il y a de la police, il y a de la fraude, il y a pas de l'action, mais aussi il ramène quelques tropes de son cinéma, dont la personnage principal est dans un band de musique. OK. Puis ça amène absolument rien à l'histoire. C'est juste là. Même que le film commence puis il y a une scène de tout ça puis j'étais sûr que c'était un flashback genre de sa vie avant puis là non à un moment donné elle dit hey tu m'aimes pas puis tu t'as aucune considération pour ma carrière musicale. Parce qu'il y avait une scène de show dans un de ses films, là, c'était quoi? Il y avait comme 15 personnes dans le Vénus de Milo. C'est ça, il y avait genre 5-10 personnes là, dans le devant du stage, puis c'était ça le show. Ouais. Puis on faisait croire que c'était un stade où... J'allais dire, j'en ai vu des shows de même dans ma vie. Mais... Oui, on en fait un le 28 octobre au Théâtre Plaza. J'en ai joué, là, des shows avec moins de monde que ça, mais... Ouais. Ben c'est ça. Moi j'ai écrit sur mon Letterboxd que j'ai ri, j'ai facepalmé, j'ai What the fuck is going on et j'ai été thrillé et j'ai adoré. Fait que là t'as complété ton set des films de Boisvert. Ouais, là je suis à jour. Nice. Le cycle est complet. Merci Simon. Ça fait plaisir. Je pense. J'imagine. J'y pense. On continue avec Laurent. Ben, jamais 203. Abeille Gélina. Non, moi aussi, je suis allé au cinéma, ça, je voulais dire. Bon. Je me suis fait un double bill de thriller que je recommande chaudement. Le premier de ces deux films étant Blink Twice, le film, la première réalisation de l'actrice Zoé Kravitz, qui était la Catwoman. Oui, dans le film de Batman. Dans le film de Batman. Channing Tatum, avec Channing Tatum et Naomi Aki, que je ne connaissais pas, mais qui est très très bonne. En gros, on suit... c'est rebondir. Quoi? Okay. Ah ouais. Naomi Aki? Ouais, ok. Ouf. C'est ça qui là. Ah, c'est que je suis bon. Ben. Ça, c'est quand j'ai réglé mon problème de Disney+. Oui, c'est vrai. J'ai expliqué à Simon avant l'émission qu'est-ce qui s'était passé. Une longue saga. Épopée, ben oui. Donc, ça, en gros, ça met en scène deux jeunes filles qui sont comme dans un genre de gala corporatif avec où il y a des gens très riches puis qu'ils essaient de se swoop in dans le cercle de ces gens très riches-là puis qu'ils se font... Ça va bien, puis ils se font inviter en vacances. Ce gars-là, Channing Tatum, il est très riche. Et comme j'ai une île
ça vous tente-tu de venir? Puis là, ils vont sur l'île. Puis là, ils sont en vacances. Puis là, je veux pas rien spoiler, mais shit's get weird. Ouais. C'est un trailer. C'est un trailer, mais c'est ça. C'était un petit peu la formule Midsommar, mettons, où ce que, tu sais, comme ça dure 3 heures. Puis tu sais la fin depuis le début? Non, c'est justement. C'est bâti sur un même frame de genre ça a l'air le fun, on a du plaisir, mais en fait, whoops, mettons. Ah, ouais. Mais c'est beaucoup plus concis. Comme Evil 5 Times. Oui, Evil 5 Times, ouais. Un peu moins horny, quoique. Beaucoup moins de ralenti, par contre. Pour vrai, j'ai full embarqué. C'est super bien réalisé. C'est vraiment... L'ambiance est vraiment réussie, là, dans le sens qu'il y a très peu d'affaires weird qui se passent vraiment, mais tu restes sur tes gardes quand même. Full, le montage est comme vraiment efficace. Il réussit à te donner toi-même le genre de tournis de vacances qui se passe là, puis à t'étourdir là-dedans. Il y a vraiment... C'est un film que j'ai vraiment hâte de revoir, comme une fois que tu sais le punch, tu as envie de revisiter. C'était quoi les indices? Ouais, comme The Signs. Pas Signs, Sixth Sense. Mettons. Puis tu te rends compte que ça marche pas. Non, non, ça marche. Non. Moi, il y a une scène qui fait que ça marche pas. OK. Ça fait trop longtemps que je l'ai vu pour genre 30 ans que tu moi, avec Marc, peut-être je le regarderais, puis là, je ferais « Ah non, finalement, ouais, correct. » Mais c'est vrai, pour vrai, c'est vraiment bon. Ceci dit, ça vire vraiment... en fait, les deux films dont je vais parler ont vraiment des gros moments de violence faite envers les femmes. Ouais. Puis genre, c'est la première fois que je vois ça au cinéma, mais le film vient avec un trigger warning qui, ma foi, n'était pas déplacé. Pour vrai, si vous n'êtes pas dans ce mood-là, si vous ne vous sentez pas très bien accroché sur des représentations de violence et de violence sexuelle, faites-vous pas ça. Autrement, je trouve que cette partie-là a réussi à me rendre absolument très inconfortable. Okay. Je pense que c'était ça le but, d'où que je recommande le film, mais c'est quand même... C'est intense. C'est intense. Est-ce que j'aimerais te poser une question? Est-ce que le trigger warning, il est dans la description du film ou c'est quand tu es assis dans la salle? Quand j'étais assis dans la salle, il y a un message avant que le film commence. Okay. Je l'ai vu. Je t'avoue que moi, je suis allé là. C'est ma blonde qui était comme, hey, ces films-là, ils ont l'air bons, on y va dessus. J'étais comme, je sais pas ce qu'on va voir, mais d'accord. J'ai comme suivi, fait que je sais pas si vraiment c'est affiché plus que ça. Okay. C'est vraiment quand le film a starté, j'étais comme, ah ouais, je vois pas ça souvent. Puis le deuxième, c'est-tu le film avec James McAvoy que t'as vu? Non. Le deuxième, ça s'appelle Strange Darling. Ça joue encore en ce moment au cinéma du Parc. C'est un film de J.T. Mulner que je ne connais pas. Et ça met en scène des gens que je ne connais pas non plus. Willa Fitzgerald, qui est vraiment très très bonne, et Carl Gallner, qui est vraiment très bon aussi. Qui est un genre de thriller. C'est un peu plus... ce film-là est surprenant parce qu'il est monté un peu à la Pulp Fiction, mettons. OK. Fait que il se passe de quoi? Tu penses que c'est ça qui se passe? Puis là, tu as un flashback. Puis là, tu te bâtis ton histoire à un moment donné. Ça aussi, je veux pas trop en parler parce que je trouve que le punch, il m'a vraiment eu. Fait que c'est vraiment cool aussi. Plus concis, plus straightforward comme histoire. Là, une fois que tu le raboutes, là, mettons, c'est moins un puzzle. C'est pour ça qu'ils l'ont mis dans le désordre, mettons. Là. Mais c'est vraiment un petit film indie, super belle photographie, super lush. C'est d'ailleurs l'acteur Giovanni Ribisi qui est comme un directeur photo. Le directeur photo. Tu le connais? Non, Simon le connaît. Mais j'ai entendu parler du film. Tu le connais toi aussi, c'est le petit frère à Phoebe dans Friends. Entre autres. Puis aussi... dans Friends. Oui. Il est dans un épisode de X-Files, mais je me souviens plus c'est quoi. Oui, c'est lui qui a l'air tout le temps un peu sa coke. Là. Il est aussi dans Guns and 60 Seconds. Il joue le frère de Nicolas Cage. Exact. Puis dans genre The Mod Squad. Oui, The Mod Squad. Dans la même année. Oui. Fait qu'il est rendu directeur photo, puis il est honnêtement très bon. Puis c'est ça, c'est encore là, une fois, un film... quand même violent, mais qui m'a surpris dans les bonnes zones. Fait que les deux, je les recommande chaudement. Rappelle donc les titres, s'il te plaît. Blink Twice de Zoe Kravitz et Strange Darling de J.T. Mulner. Excellent. J'ai une petite nouvelle un petit peu pour Simon. Je sais pas si tu as vu ça passer, Simon, parce que Simon,
Simon parle souvent des X-Men. Ouais. Tu as lu beaucoup le X-Men. Oui. Surtout la run de Chris Claremont. Ah oui. Que tu as complété, je pense. Oh, tu as oui. fini. Une run de 16 ans quand même, qui a marqué les X-Men, qui a beaucoup influencé la série X-Men 97. Oui, oui. Puis même ce qu'on lit encore aujourd'hui dans les X-Men, il y a encore des répercussions plusieurs années plus tard. Les films aussi, puis tout. Là. Exactement. Donc, il a écrit, je dirais, une run pas définitive, mais très influencée, qui a influencé beaucoup d'auteurs par la suite. Et Chris Claremont écrit encore pour Marvel, je ne savais pas. Il y a un contrat d'exclusivité. D'exclusivité, fait que donc, de temps en temps, on le ressort, puis il va faire une série ici et là. Et il a fait 2 séries. Oui. L'expression on leur sort, c'est comme s'il était physiquement rangé dans les bureaux de Marvel dans un garde-robe. Mais techniquement, il y a une exclusivité, fait qu'il doit être payé. Et s'il ne fait pas des projets, il y a quand même de l'argent qui est rentré ou qui va rentrer. Donc, il n'a pas le droit de travailler pour un autre éditeur. C'est ça le but d'un contrat d'exclusivité. Fait que tu es payé plus cher, mais on te garde. C'est comme un retainer pour les avocats, d'une certaine manière. Donc, lui, il a écrit récemment 2 runs de Wolverine, qui s'appelle Wolverine Madripoor Nights et Wolverine Deep Cut, je pense, qui est en train d'être publié en ce moment. Ouais, c'est comme c'est un peu le même concept qu'il avait fait avec X-Men classique, où il reprend des scènes qu'il avait déjà fait, puis il rajoute des éléments. Des éléments. Puis là, avec Wolverine, c'est comme des histoires en parallèle de choses qui se sont déjà passées. T'sais. Fait que le gars, on s'entend, là, c'est une encyclopédie de X-Men, ça run à lui. Là, ces personnages-là ont existé dans sa tête pendant plusieurs années. Et là, il va écrire une nouvelle série, une mini-série en fait, qui va suivre Wolverine Deep Cut, qui est supposé des X-Men. On ne sait pas si Wolverine va être le personnage principal, mais il y en a une nouvelle qui s'en vient. Un petit 5 numéros. Et la nouvelle est sortie dans Popverse, c'est un site qui traite de nouvelles geeks. Et on lui a demandé est-ce que l'histoire va être imprégnée des événements actuels dans les X-Men, parce qu'on s'entend que là, on est dans les répercussions de la fin de Krakoa. Et j'ai beaucoup aimé la réponse de Chris Claremont, qui est tout à son honneur, mais qui est aussi dans son énergie que je connais, parce que je l'avais interviewé jadis, il y a facilement 15 ans de ça au Comic-Con de Montréal. Il a dit « The stories I do are the stories I do ». Donc, ouais, c'est ça. Ces histoires sont ancrées dans son canon à lui. Ouais. C'est des histoires en parallèle. Ça fait pas partie du canon actuel des X-Men. Mais si vous êtes fan de sa run, puis si vous êtes fan de l'interprétation qu'il a faite de ces personnages-là, ça va probablement vous plaire. Il y a un style aussi très 80. Là. On n'écrit plus vraiment comme ça, mais il y a des invétérés. Donc voilà. Et prochainement, ça c'est malade, ça c'est une raison d'aller à New York. Les 28 et 29 septembre prochains, Chris Claremont va donner un cours sur The Secret History of the Hellfire Club. Oh yes. Qui est en fait le club de super vilains qui existe dans l'univers des X-Men. Il fait ça dans le cadre d'un événement qui s'appelle le Uncanny X-Men Immersive Experience. Je savais pas que ça existait. 28-29 septembre à New York. Donc il va faire comme un talk, comme un universitaire. Donc, sur l'histoire du Hellfire Club. Quand même assez intéressant. Donc, Chris Claremont qui travaille encore à ce jour. Malade. Mais donne-moi plus d'infos sur le X-Men Immersive Experience. J'en connais pas beaucoup de ce que j'ai vu. Il y a comme un décor. Là, on est dans le X-Mansion, le Xavier Mansion. Ça, j'ai vu des images de ça. Ouais, ça, j'ai vu ça. Le but, c'est pas que c'est hyper réaliste. Ça fait très carton, mais le but, c'est de donner une expérience qui se rapproche le plus de celle des X-Men. Je peux pas plus t'en donner. C'est un pop-up événement. Là, ça va être là pendant 2 jours, puis ça va disparaître. Dans la Danger Room, puis tu meurs. Bonne chance! Mais ça va être là pendant 2 jours, puis après, ça disparaît. Là. Ça va pas rester. Ah ouais. Parce que c'est ce que j'avais pour Chris Claremont. Est-ce que tu lis quand même du Claremont qu'il fait aujourd'hui, ou c'est plus aussi pertinent pour toi? Oui, quand il y a du nouveau stock qui sort, je le lis. En me disant tout le temps comme ça rajoute à des affaires que j'ai déjà lues. Il y a juste une affaire qui est sortie que j'ai pas lu parce que je pense que c'était les Extreme X-Men ou quelque chose, parce que c'était une suite à quelque chose qu'il a fait quand il est revenu dans les années 2000. Fait en même temps que t'avais Morrison, t'avais les Extreme X-Men, t'avais lui qui faisait son truc, puis c'est comme ça, run à lui était pas lié. C'est ça, en tout cas, il avait pris des personnages qui étaient pas dans les trucs de Morrison, puis il a fait ça. Je sais que c'est peut-être moins bien vu que ce qu'il a fait à l'origine, là, mais fait que là, il a réécrit une genre de mini-suite à ça récemment. C'est fou, hein? Fait que là, je l'ai pas lu parce que je veux me rendre là. Il y a un omnibus aussi de Grant Morrison, je pense que c'est All New X-Men. Ouais, All New X-Men, New X-Men. Je pense que c'est All New. Whatever. Grant Morrison. C'est New X-Men. New X-Men, c'est ça. Puis, on va l'avoir.
On l'a eu. À voir, Christophe. Puis je pense qu'il y a un omnibus qui est sorti il n'y a pas si longtemps. Je sais pas si c'est l'intégrale, mais c'est une hostie de grosse brique. Là. Ça coûte beaucoup d'argent. Mais si vous êtes fan d'omnibus, il y en a, je le sais. Des complétistes. Je pense que ça vaut quand même la peine. Puis... Mais il les lise-tu? Oui. Pourquoi est-ce que les gens qui achètent des omnibus ne les lisent pas? Parce que c'est tellement pesant. C'est ça, c'est pas agréable. C'est pas agréable à lire. Il n'y a pas de façon intéressante de lire un omnibus. Ça, je suis d'accord. À moins de te casser les poignets, là, puis tu as tout le temps l'impression que tu vas déchirer la colonne là, en arrière, là, parce que ça retient tellement de pages. Faut que tu t'achètes une table spéciale. Pour lire ça. Comment t'appelles ça? Un lutrin? Ouais, non, moi je pensais à. Je sais pas si ça existe encore, ça fait longtemps que j'ai pas vu ça, là, mais c'était genre un coussin, mais avec une partie plate. Ouais. Genre plateau. Là. Ouais. Mais même ça, je pense que c'est pas assez surélevé. J'essaie de trouver une solution. Ouais, c'est ça. Faut pas que ça te touche. Non. Faut que ça soit comme. Il faut que ta BD soit un petit peu en angle. Ouais. Laissez-nous un SpeakPipe pour savoir comment vous lisez vos omnibus. Ouais, très bonne. Êtes-vous du type omnibus? Ouais. Allez-y. Hardcover? Ben oui, c'est ça. Dans l'adresse. L'adresse est dans le descriptif de l'épisode. C'est ce que j'avais. Les gars, avez-vous un dernier truc, toi, Simon? Moi, j'avais comme des notes sur les X-Men, mais finalement, c'est comme pas intéressant. Fait que juste vous dire que je suis rendu en 1998. Pendant mes vacances, à un moment donné, il a fallu que je lise un hostie de long bout. Excusez de sacré, là, mais un long stretch de Deadpool. Puis j'étais vraiment tanné, là. Dans le cadre des X-Men. Ouais, mais c'était ouais, puis c'est correct parce que c'est comme la run qui a donné naissance plus à la personnalité qu'on connaît. Un peu wacky. Wacky, un peu brise le quatrième mur, fait des jokes, parle tout le temps. Mais c'est juste que là, tu sais, j'avais hâte de retourner aux X-Men, mais là, il fallait que je lise comme 25 numéros. J'étais comme... Puis à un moment donné, j'ai comme avancé, juste checké qu'est-ce qui se passait, là, parce que j'étais tanné. Fait que dans ma liste là, de trucs à lire, là, vous pouvez skipper Deadpool. C'est pas super important, l'histoire. C'est bien que tu la mentionnes dans le Discord des Mystérieux Étonnants, dans la section BD. Non, il y a une section liste de lecture. Tu as mis à jour tes listes de lecture des X-Men avec Claremont, mais aussi celle de plus actuelle à Krakoa, puis ce qui se passe en ce moment. Les X-Men, là, dans ces années-là, post-Onslaught, sont pas disparus dans le Microverse, eux autres. Non. Ils n'ont pas eu leur side. Non, là, tu parles de Heroes. Les Avengers, c'était Captain America. Iron Man. Tu parles Fantastic tu parles d'Heroes Reborn. Ouais. Non, les X-Men, ils ont juste continué. Ouais, ils ont continué. C'est ça. OK. Ça n'a pas duré longtemps. Qui était blâmé parce que c'est à cause des mutants que tous les super-héros sont morts. Ben oui, tout le temps les mutants. Tout le temps maudit, tout le temps même affaire. Mais c'est ça, c'est qu'après Onslaught, il y a eu Operation Zero Tolerance qui a inspiré beaucoup la saison du cartoon qu'il y a eu. Mais que c'était pas mal meilleur dans le cartoon. Puis après, je suis comme dans une passe où il se passe des affaires, mais il n'y a rien de fascinant. C'est plus le feeling de lire du 90 qui peut être le fun, les différents artistes qu'il y a sur les titres, mais tu sais ce qui se passe. Mais là, tu t'en viens dans les années 2000 bientôt. Ça va recommencer à prendre un petit peu plus. Bientôt. Ouais, j'ai hâte de voir l'influence. Oui, il y a Morrison, mais aussi la façon d'écrire, mettons, de Bendis qui a mis l'emphase et dialogue, mais qui faisait que ça coulait plus un peu. Puis c'était moins comme je fais ceci, tu fais cela. Fait que j'ai hâte quand même. Mais, parlant de Bendis, on a vu l'annonce de Robert Downey Jr. qui va incarner Doom. Puis là, je me suis. J'étais abonné au Instagram de Brian Michael Bendis. Puis pendant les jours qui ont suivi, il était comme, mais qui aurait pensé que Doom et Iron Man pourraient être la même personne? Puis il mettait le cover de sa série à lui où Doom devient Iron Man. Puis. Qui ça ensuite en soi est une suite à sa série à lui qui était The Invincible Iron Man, qui avait écrit je pense en 2016-2017, qui a une run de quelques numéros. Fait que j'ai commencé à la lire pour me rendre éventuellement à Infamous Iron Man. Puis c'est vraiment bon, là, tu sais, c'est du Bendis qui déjà à cette époque-là avait écrit les Avengers, il avait écrit les X-Men, puis là c'était comme un des derniers projets qu'il allait faire avant de quitter pour DC. Puis c'est du Bendis là, qui a un regard sur les super-héros, donc de temps en temps, les personnages vont faire des commentaires, puis c'est clairement des commentaires de lecteurs et pas des commentaires que le personnage peut avoir lui-même dans la BD. J'aime bien, il n'y en a pas trop. Puis c'est vraiment un Iron Man qui est
pas d'argent qu'il avait, il n'y a pas autant de ressources. Il essaie un petit peu de faire l'équilibre entre sa vie professionnelle, sa vie personnelle, puis sa vie de super-héros. Puis il y a une de ses anciennes flammes, qui est Madame Masque, qui essaie de récupérer des items qu'on dit magiques, mais c'est pas vraiment magique. C'est des items qui passent entre les cracks de la réalité qui viennent sur notre Terre à nous pour obtenir un pouvoir comme plus extrême. Fait que c'est ce qui oppose un peu la magie et la technologie. Puis en parallèle à ça, tu as Doctor Doom qui, après les événements de Secret Wars, le dernier Secret Wars, a changé... il a changé son fusil d'épaule, puis il veut aider Iron Man, puis Iron Man, Tony Stark ne lui fait pas confiance. Fait que c'est vraiment bien, sauf qu'à un moment donné, ben, la série arrête pendant quelques numéros parce que là, on tombe dans Civil War 2, que j'ai lu, que j'ai... Tu sais, je trouve que Iron Man, Tony Stark, dans cette série-là, réagit comme un cave, mais c'est lui qui a raison, contrairement à Civil War 1, où c'est le côté Captain America All-In. Mais j'ai quand même bien aimé, sauf que, tu sais, la série se résume à... Hey, qu'est-ce qui arrive si on fait Minority Report, mais dans Marvel? Mais c'est bien, c'est une bonne série. T'sais. Civil War, je l'ai lu quand même assez rapidement. Puis là, je suis revenu à la run de Iron Man. Puis je sais qu'après, ben, on va tomber dans Ironheart et compagnie. Puis, fait que c'est pas une trop longue run. Je pense qu'il y a peut-être 16, 18 numéros dans la première run. Ouais, c'est ça, c'est pas super. Tu l'avais lu, toi? Non, mais c'est dans mes affaires à lire. J'ai l'impression que c'est ce qui va inspirer... peut-être en partie la participation de Robert Downey Jr. en tant que Doom. Fait que je veux être comme préparé. Là. Parce qu'il y a beaucoup de Bendis puis d'Ultimate Universe dans le MCU. Ouais. Fait que j'ai l'impression qu'on va aller puiser un petit peu là-dedans. Fait que j'ai lu ça pour le plaisir. Moi, je lis aussi le From the Ashes là, de X-Men, toutes les nouvelles séries. C'est comment? Ben, à date, c'est bien. C'est sûr que c'est pas rien de spectaculaire comme Krakoa, parce que Krakoa, il y avait des nouvelles idées, il y avait des... C'est de nouvelles affaires. Là, c'est juste comme, tel personnage est dans telle équipe. Mais c'est bien parce que ça prend quand même en considération ce qui s'est passé. OK, c'est pas un reboot. C'est pas un hard reboot, là, c'est juste que... Qu'est-ce qui se passe avec Beast? Parce que la dernière fois, quand tu nous as parlé de Beast, qui était devenu complètement crackpot. Ben là, c'est parce que sinon, je vais spoiler qu'est-ce qui se passe à la fin de la série. OK, spoil pas. Mais quelque chose, j'ai vu de nouvelles par contre que j'ai trouvé intéressant parce que ça c'était écrit par Benjamin Percy qui lui finit sa run de Wolverine puis de X-Force, mais il continuait son Ghost Rider, puis de son Ghost Rider a sorti en spin-off Hellverine. Oh. Et là, c'est Wolverine possédé par le fantôme, pas le fantôme, mais l'esprit de vengeance. Mais il me semble que c'est pas celui de vengeance, c'est un autre. Là. Mais c'est pas Logan, c'est Akido. Ou Daken. Daken, son fils. Oui, le fils qui avait été... non, ça, je peux pas spoiler ça non plus. Mais... c'est compliqué, les affaires de et là, c'est devenu une mini-série. Il y avait 4 numéros que j'ai bien aimé. Puis là, ça a été annoncé que ça va être un ongoing. Fait que je trouvais ça intéressant. Le design est le fun. C'est Wolverine avec une tête en feu. Ben oui, qu'est-ce que tu veux plus? J'achète. T'avais lu avec nous autres, je pense, Transformers dans le temps. T'étais pas là pour l'été. Quand on a lu Transformers, moi, je les ai lus. Toi, t'es lu. Oui, j'étais à jour. Là. J'ai le deuxième trade de Void Rivals, qui je pensais allait être ma série, que j'allais le moins aimer de la gang, parce que c'est dans le même univers, mais c'est pas basé nécessairement sur une propriété intellectuelle de Hasbro. C'est comme, moi, j'ai capoté quand j'ai lu le premier numéro. J'ai vraiment aimé ça. Puis le deuxième est sorti. Je me suis abonné à toutes les séries. Puis genre, quand G.I. Joe va sortir leur premier trade, parce que les mini-séries de Cobra puis Duke vont pas se poursuivre, là, ça va se poursuivre dans G.I. Joe. Parce qu'il y a Scarlett aussi. Il y a Scarlett qui s'en vient, puis il y a aussi c'est le trade de Scarlett, parce que la série est publiée en ce moment, puis t'as Destro également. Mais à date, j'ai du fun. Là. C'est tellement une bonne ride, là, cet univers-là. C'est comme tes jouets quand t'étais enfant, qu'on t'a ramené, mais là, on a une twist plus adulte, parce que c'est écrit par la gang de Robert Kirkman. Donc, du bon storytelling. Ça vient gratter le petit envie geek. Là. Je viens de penser à quelque chose aussi. J'ai appris l'existence d'une nouvelle affaire, puis j'étais pas au courant que ça s'en venait. Puis là, on parlait d'Alien tantôt. Puis on avait lu Wolverine vs. Alien. Ouais, qu'on avait bien aimé. Là, ils en ont fait un autre, Black Panther vs. Alien. Ah, j'avais pas vu celle-là. Mais là, il y un nouveau qui vient de commencer. Oui, ça a l'air malade. Avengers vs. Alien. Oui. Écrit par Jonathan Hickman, dessiné par Rebic... Comment il s'appelle? Isa Rebic. Zad Rebic, ouais.
Ça a l'air... C'est créé par Jonathan Hickman. Oui. Wow. Wow. Pour vrai, j'ai juste vu un cover, puis je pense que je l'ai mis dans nos suggestions. Oui. Oui, ben c'est ça. Je me suis dit, c'est sûr qu'il va falloir en parler. Il va falloir qu'on en parle, sauf qu'il faut attendre le trade. Ouais, il y a juste un numéro qui est sorti. Mais oui, quand je l'ai vu passer également, je me ça a l'air assez intéressant. C'est drôle que tu parles d'Alien parce que j'ai vu l'annonce pour le comic book qui est l'adaptation d'Alien Romulus, dont je vous ai parlé tantôt. Puis là, ils ont comme passé dans une autre catégorie parce que tout ce qui est propriété intellectuelle qui est lié à 20th Century Fox, donc Predator, Alien, ce genre de choses-là, ont leur propre étiquette, sont plus publiés officiellement sous Marvel, à moins quand tu as des crossovers comme ça. Ouais. Puis ils vont faire une version explicite de Alien Romulus en version comic book. Okay. Fait que tu sais, il va y avoir du sang, il va y avoir des trucs. Tu sais, ça sera pas le ben, quoi que je pense que n'importe quel kid devrait pas pogner un Marvel aujourd'hui sur la tablette, là, mais ça va être explicite, genre, I guess, excessivement violent. Là. Ils ont fait ça pour Blood Hunt aussi, l'événement de vampires. Oui, là. c'est vrai, avec Blade et compagnie. Il y avait des numéros explicites que j'ai checké, puis il y a des dessins différents. Là. Intéressant. Ça fait que là, t'as Marvel qui est au courant que son deck, ben, ils savent, là, mais que leur lectorat, c'est pas des kids, là, c'est des adultes. Fait qu'ils se permettent de temps en temps de sortir des choses comme ça. Ah, tu vois, c'est le genre d'affaires qu'on n'aurait jamais dit que ça serait passé quand Disney a acheté Marvel. On a non, c'est impossible. T'avais-tu un dernier truc, toi, Laurent, ou t'as fait le tour? Je peux me garder ça pour la semaine prochaine. On peut faire ça. Moi, un dernier... Oui, vas-y. Juste, ça vient de me popper, là. Les films que j'ai parlé tantôt, là, la plupart, ils sont sur Tubi. Oh, je parle des films douteux de notre réalisateur. Oui, dont A Blaze. C'est bon, Tubi, man. Ah oui. Quand je sais pas quoi écouter, là, un dimanche après-midi, je m'en vais sur Tubi, puis je suis comme, je me sens chanceux, on va aller voir ça. Oui, dernier truc vraiment rapidos, parce que si vous êtes propriétaire de comic book shop ou si vous êtes un client qui avait un bon lien avec votre dealer d'histoire de super-héros, il y a le sketch blank covers de Spawn Misery numéro 4 qui va être, qui n'est pas rappelé. L'éditeur a demandé, le distributeur a demandé de détruire ce numéro-là. Parce que un sketchbook blank cover, c'est quand vous avez juste le numéro du cover, le logo, puis vous pouvez amener ce numéro-là à une convention, un congrès, puis faire un dessin par votre auteur préféré, puis c'est devenu vraiment préféré. C'est ça que ça sert. C'est ça que ça sert. C'était vraiment devenu une manière choyer des collectionneurs puis des gens qui trippent sur l'art puis tout le kit. Et là, pour le numéro Spawn Misery numéro 4, qui est une série que je savais même pas qu'il existait, on a décidé de demander au comic book shop de détruire le 10 numéro parce qu'il a été envoyé et ils n'ont pas utilisé le bon papier. Fait que c'est pas un papier absorbant. Fait que si vous amenez ça à un auteur, ben ça risque de faire un petit gâchis. C'est ça. Mais là, moi, je dis détruire, mais entre guillemets, parce que ce genre d'affaires-là va être probablement il va devenir un collector. Fait que, si vous l'avez, par contre, déjà commandé, que vous soyez propriétaire d'un comic book shop ou si vous êtes un des clients qui avait demandé ce numéro-là, la compagnie va envoyer un numéro en échange. Là. Vous n'avez même pas besoin de faire de commande. Ça va être livré directement à votre comic book shop. Mais moi, je poserai la question à votre propriétaire de comic book shop, si vous êtes proche de lui. Ça sort cette semaine. Ça se posait sortir le 11 septembre. Fait que, peut-être... En tout cas, tu sais, comme il y avait eu la grosse saga, le Bat Dick, dans le temps. Puis, il y a du monde qui ont mis la main dessus. Fait que, je parle pas du back dick, mais du numéro. Il y en a qui veulent. T'as cassé la main, toi. Moi, c'est tout ce que j'avais. Fait qu'on va prendre une petite pause, messieurs. Mais ça? Black Cougar. On va parler de Black Cougar. Première chose. On est parlé tantôt, lundi 28 octobre. Laurent, Simon et moi et d'autres amis, on va se péter la gueule au Théâtre Plaza dans le cadre de notre spécial d'Halloween des Mystérieux Étonnants. C'est la première fois qu'on fait un amphithéâtre. Donc, c'est fou, hein? Ouais, c'est pas du tout stressant. C'est pas du tout stressant. Ça a rapport, là. Si ça foire, c'est de la faute de Jared. C'est lui qui m'a convaincu de le faire. J'étais pas convaincu du tout. Il me dit non, tu vois, on va le remplir. Fait que, en espérant vous y voir, parce que c'est peut-être la dernière fois qu'on fera un live. Donc, ça se passe le lundi 28. Les portes ouvrent à 19h. Le show est à 20h. $15. Et si vous êtes mais si vous avez la passe, le passeport SPAS, vous rentrez gratuitement à l'événement. Ça, c'est très cool. Donc, j'ai le lien
pour acheter les billets sont déjà en vente et dans le descriptif de l'épisode. Donc, il n'y a pas de raison de « Oh, je sais pas, le lien est dans le descriptif de l'épisode que vous écoutez en ce moment. » Vous cliquez dessus, puis ça vous amène directement vers la page. Puis en bas, vous allez cliquer sur le bouton pour acheter les billets. Il est juste là, en bas. Il est juste là. Allez-y là. Sinon, on vous invite à donner à notre Patreon. C'est comme ça qu'on garde les lumières allumées, qu'on fait en sorte qu'on est capable de faire un show chaque semaine depuis maintenant quand même plusieurs années. Et en échange de votre contribution Patreon, on vous offre des épisodes de Bifurcation. En ce moment, on a un cycle dédié à l'acteur Tim Curry. Et cette semaine, je vais aller enregistrer d'autres épisodes avec notre ami Rémi Fréchette. On fait Times Squares et Little... Et l'autre, c'est comme... Comment il appelle ça? Pas Little Weapon, mais comme un National Lampoon Weapon, quelque chose. Loaded Weapon 1. C'est ça. Fait que ça, c'est nice. C'était bien. Oui, je l'ai pas vu encore. Je l'ai revu il n'y a pas si longtemps. Puis j'étais comme, ça se tient. Avec Emilio Estevez puis Samuel L. Jackson. Puis La Marmotte. Oui, puis William Shatner. William Shatner dans Colin. Ça va être un bon film. C'est le fun, mais c'est sûr. Donc, ça, c'est en échange de votre contribution. Vous avez accès aux épisodes de Bifurcation. Même le catalogue complet est disponible. Vous avez également accès à l'avance aux épisodes de Terre humaine chez Isidore. Puis il y en a un qui est sorti il y a 2 semaines. Ça, c'est cool. Fait que donc, quand on met un nouvel épisode sur le Discord, pas sur le Discord, pardon, mais sur le Patreon, il y en a un qui pop. Un nouveau qui pop pour tout le monde. Vous faites en sorte également qu'on fait des produits d'Arkaiju, puis Noël chez Isidore, j'imagine. J'imagine, oui. Éventuellement. Parce que Halloween s'en vient. Fait qu'habituellement, vous faites un contrat. Ça fait longtemps qu'on en a fait, c'est fou. Là, c'était au jour de l'an. Ouais, c'est ça, c'était le bye-bye. C'était le bye-bye. On s'en vient là au bye-bye. À chaque fois qu'on a voulu en faire un, ça a haché, puis là, c'est ça. C'est ça. Fait que aussi, en échange de votre contribution, on vous donne accès au Discord des Mystérieux Étonnants. Quand vous vous abonnez au Patreon, faites juste m'écrire à travers Patreon, j'envoie le lien, puis c'est comme une super belle communauté. C'est comme Internet, mais sans trop de cul. Durant l'Halloween, durant le mois d'octobre, on va écouter des films d'horreur, des films d'Halloween, comme c'est la tradition depuis la pandémie. Puis voilà, on écoute la lutte également. C'est vraiment une belle communauté. Quoi d'autre? Soir, il y a Raw. Je sais qu'il y a soir. C'est parce qu'en m'en venant, j'étais là, mais je vais manquer Raw parce que je fais le show. Tu vas l'écouter après. Je sais bien. Tu l'écouteras après? Bravo! Ben! Non, c'est correct. Vous célébrez quand j'aurai de l'eau froide. Ça fait absurde pour moi. On est aussi... d'habitude, c'est le contraire. C'est juste à moi que ça arrive. Ça m'échappe. J'étais curieux. On est sur Apple Podcasts, YouTube Music, Spotify, Amazon Music et plus des 300 dernières archives des Mystérieux Étonnants sont disponibles sur notre site internet. On est sur Facebook, Instagram et les autres plateformes de bullshit, mais on est surtout sur Discord. Allez jeter un coup d'œil à notre Patreon. Merci beaucoup. On revient dans quelques instants avec le sujet de la semaine. Puis je vous garantis, vous n'avez pas besoin d'avoir vu le film. Puis sinon, si vous l'avez vu, je suis bien surpris. Black Cougar. Vous écoutez Les Mystérieux Étonnants. On va maintenant parler du sujet de la semaine. Et cette semaine, il s'agit d'un film, un genre de film de série B de 2002 qui s'appelle Black Cougar, réalisé par Silvio Di Salvatore. Et sa famille. Et sa famille et ses amis. Ouais, on voit beaucoup de Di Salvatore dans le générique d'ouverture et de fermeture. Simon, décris-nous donc un peu le film parce que c'est à cause de toi ou grâce à toi qu'on a écouté ce film-là. Je t'ai demandé un film de série B, un film douteux. Ouais. Puis tu nous as sorti quand même ce bijou-là qui se veut un mélange entre Pinocchio et les films de super-héros. Oui, c'est pas mal ça. C'est un film... mais... Je sais pas par où commencer. Par où commencer? On est introduit à un jeune qui ressemble à Eminem. Oui. Qui check des enfants jouer dans la rue, là. Puis là, à un moment donné, il y a un char qui vient pour écraser un enfant, puis là, il le sauve. Puis là, il se pose des questions par des voisines. Comme, tu viens d'où? Qu'est-ce que c'est? Puis là, il est comme... Puis là, il s'en va voir son père. Ouais. Puis, Geppetto, Père Noël, qui il veut pas y répondre, mais finalement, on apprend qu'il l'a créé en laboratoire. Puis pendant ce temps-là, t'as le méchant maire de la ville qui kidnappe des enfants pour les mettre dans des petites cages. Puis les vendre, j'imagine, à quelqu'un. À des gens riches qui font du breakdance. Il vend à un board de gens assis à une table qui sont tous les pires stéréotypes du monde. Moi, j'ai beaucoup apprécié les deux acheteurs d'origine arabe avec un grand A.
Oui. Parce que ça n'a juste pas de fucking sens. Là. Ils ont tout le costume, y compris la petite dague de plastique ou l'épée de plastique. Puis, c'est ça. Puis là, notre Père Noël, Gepetto, voit ce qui se passe, puis il décide de modifier sa création, le jeune, M&M, et de le déguiser en... Black Cougar. Ouais, en Black Cougar. Et il y a un enfant aussi qui s'est fait kidnapper dans une famille et sa sœur a été témoin, mais elle est choquée. Un post-traumatique à l'hôpital. Et là, il y a des gens qui veulent essayer de s'en débarrasser, dont une fille qui a des super pouvoirs. De Speedster. Oui, c'est Flash, on sait pas pourquoi. Tu sais, au moins, il y a une logique derrière le Black Cougar, mais elle a juste... OK, il y a des super-héros là-dedans. Puis... c'est à peu près... c'est un peu ça la base du truc. Et aussi que les gens pensent que c'est lui, le jeune, qui a kidnappé les enfants parce que la petite fille, elle a pointé à la télé. « Hey, c'est le maire, c'est lui qui a kidnappé. » Juste quand lui était en dessous de la c'est télé. Ça. Puis là, tout le monde court après. Fait que là, c'est ça. Là, il devient le Black Cougar et s'en va péter des gueules à des méchants kidnappeurs d'enfants. Puis quand on dit devient Black Cougar, c'est qu'il s'introduit dans un tube qui le transforme en Black Cougar. Donc, il a un costume avec une tête de chat noir. Puis, pour une raison X, il peut plus parler parce que quand il est dans ce mode-là, il parle pas pantoute. C'est pour ça que son masque n'est pas assez souple pour me permettre la parole. Je sais pas s'il est modifié ou c'est un masque. C'est ça qui est... Parce que moi, de la façon que je lis le film, c'est que une fois qu'il y a ce costume-là, là, il n'est plus le kid. Non, il n'est plus le kid. C'est un autre genre de robot, là. C'est ça, c'est pas un costume qu'on rajoute par-dessus, qu'on peinture par-dessus. C'est vraiment un genre de soute. Parce que c'est l'arme, Simon, c'est l'arme. Ah oui, j'avoue. Peut-être. Il est un peu comme Robocop. Là, Oui, c'est sûr qu'à la fin, quand il dit « c'est moi Murphy ». Ouais, c'est ça. J'aime aussi comme à l'origine pourquoi le Gepetto a décidé de choisir le Black Cougar comme étant l'animal totem qu'elle allait revêtir, que l'identité qu'elle allait revêtir son fils. Et qu'à un moment donné, il va chercher son chat qui est en fait à l'extérieur de son décor. Ouais. Puis il dit « viens ici. Ah, je t'avais pas vu. » Puis là, il rentre avec un chat noir. Puis il dit « t'étais dans la noirceur, je te voyais pas. » Puis il fait toute sa réflexion à voix haute comme « ah oui, c'est mon bout préféré. » Genre, il a fallu qu'il ouvre la lumière de dehors pour voir son chat, puis il est comme il est invisible dans le noir, le chat noir. Puis ce chat-là, c'est comme s'il avait été établi auparavant, là, si on le voit pour la première fois. Moi, ce que je dois dire, de toutes les choses qui m'ont traumatisé le plus dans ce film-là, puis on va spoiler en masse parce que je pense pas que vous allez tomber dessus par accident en écoutant Novo ou... Y est-tu sur Tubi, d'ailleurs? Je vais vérifier. C'est un film à la Tubi, en tout cas. C'est la coupe de cheveux de la madame qui est une des mères des enfants avec qui le M&M joue ses en cheveux début roses, de film. Ses cheveux roses parce qu'elle a une genre de coupe-bol. L'arrière est comme blond, teint. Et le devant, juste le devant, est teint rose flash. Et c'est la coupe de cheveux la plus dégueulasse que j'ai vue de toute ma crise de vie. C'est un affront devant Dieu. C'est épouvantable, cette coupe de cheveux-là. Non, je te comprends. Moi, c'est tu sais, quand elle apparaît, je me dis OK, je suis in pour une petite drive. Ouais. Même que tu souhaites plus qu'elle soit davantage là, parce qu'elle n'est pas vraiment là. Elle est au début, puis elle est là à la fin. Là. Puis aussi, ce qui est le fun, c'est que tu as vraiment l'accent régional du New Jersey. Ben des personnages. Là. Ça, c'est pas des acteurs professionnels. Non. Il n'y en a aucun, en fait, qui joue bien. C'est tout du monde qui ont l'air crissement mal à l'aise. Tu sais, je me souviens, la scène où la Speedster essaie de rentrer dans la chambre de la petite fille pour l'assassiner au nom du maire. Elle est déguisée comme en médecin, là, puis elle a un stéthoscope, tout ce que tu as besoin pour te déguiser en médecin. Puis elle commence à essayer de draguer un très mal à l'aise policier à la porte. Puis son équivalent, c'est de lui proposer sa séduction, en fait, son mode de séduction, c'est de lui proposer un café, mais juste avant, elle frotte la face avec son doigt. Puis le policier, il réagit pas, il est comme « Ah ben oui, OK, ben oui, un café. » Puis elle revient, elle s'assoit dessus, il réagit pas. Puis es-tu bon ton café? Ben oui, il est bon mon café. Puis là, il s'endort parce que le café était drogué. Puis, avec le plan, avec la seringue. La seringue, là, quand elle injecte du produit dans le café. Mais c'est
c'est ça, le niveau d'acting là, de ce film-là. C'est les méchants qui complotent pour avoir des enfants, boivent dans des calices avec des crânes dessus. C'est ça, parce que tu sais, le film, peut-être pas au début, mais à un moment donné, moi, c'est vraiment les enfants dans les cages. Ah, c'est laid. C'est tellement comme... C'est des petites cages, puis c'est tellement comme cartoon que tu dis, OK, c'est comme un enfant qui a écrit ça. Ben oui, c'est ça. Puis là, tout le reste du film, tu dis, OK, c'est vraiment un film pour enfants, mais il y a des affaires étranges, puis c'est vraiment bizarre comme mood. Ouais. C'est d'ailleurs, vous entendez pleurer un enfant, c'est ma voisine qui pleure tout le temps. Mais on la salue. Oui, on sûrement la salue. Peut-être qu'elle aime pas ça qu'on dise du mal de. Il n'y a pas grand-chose qu'elle aime si je me fie au fait qu'elle pleure. Peut-être dans une petite cage. Oui, ça se peut. Donc, moi j'écris, c'est écrit par un gars de 14 ans. Ouais, c'est ça. Ça a la logique et l'innocence d'un gars de 14 ans. Mais c'est écrit par le réal. Oui, c'est un monsieur. Là. D'ailleurs, c'est son seul film. Il n'a pas réalisé autre chose. Non, mais il a participé à des téléréalités. Ah oui? Ah oui, qu'est-ce qu'il faisait? Dans une des téléréalités, il va montrer le Black Cougar pour montrer qu'il a inventé dragon. Ça. Ouais. Il y avait un film qui vient avec. Il y a un genre de dragon. Hein. Puis il a aussi participé avec sa famille à une espèce de course, là. Tu sais, les Great Race. Great Escape, ça fait de même. Puis, c'est sa famille dans un genre de VR, là, qui c'est drôle parce que c'est moi, sur YouTube, en tout cas, j'ai vu ça tantôt. J'ai le feeling, en écoutant le film, que c'est un gars qui veut juste comme trouver une manière de percer dans le système. Fait que le fait qu'il participe à plein de réalités comme ça me donne l'impression que c'est un gars qui voulait... Il a tout mis ses œufs dans le même panier, là, malheureusement. Ben, ça sent un peu qu'il souhaitait la franchise. Oui, il espère. Ah ouais, ben oui, clairement. Puis, tu sais, c'est vraiment un vanity project aussi. Là, c'est produit par lui et sa famille. Là, puis... Le bout où il y a des petits coups... Parce qu'à un moment donné, c'est ça, c'est que Geppetto, pour aider son fils Eminem, décide de créer des versions miniatures de figurines de Black Cougar. Moi, c'est mon bout préféré. Ça n'a pas rapport. Là, j'étais comme... Ouais, non, mais ça a rapport parce que Small Soldiers, il est sorti genre juste quelques années avant. J'ai pensé à dit, ça, c'est une crise de bonne idée. Juste que, tu sais, c'est genre... du stop motion il fait avancer tranquillement puis ils sont comme par hasard dans un genre de tapis de smoke là, de fumée, donc on voit pas comment il avance. C'est vrai. Moi j'ai l'impression il s'est dit j'ai déjà la franchise puis c'est la manière que je vais commencer à pouvoir vendre les jouets. Ça a l'air de prototype de jouets, tu sais. Puis à un moment donné, il en colle une coupe sur des... Il y a genre 10 000 dans son garage. Ouais, il doit en avoir plein. J'espère ça lève. Il en a collé une à un moment donné sur une voiture téléguidée, l'autre sur un hélicoptère. Ouais. Puis ça sert à fuck all. T'sais, on les voit 10 minutes, puis après ils sacent leur camp, puis ils servent à rien dans le film, mais il n'y avait pas besoin de ça pour l'affrontement final. Puis ça, d'ailleurs, l'affrontement final, là, dès que Black Cougar entre en action, Geppetto et Eminem, là, ils savent où est-ce qu'ils sont enfermés, les enfants. Il aurait pas appelé la police tout de suite. Il n'y a aucune énigme. Là. Il ne va pas les traquer. Il sait où est-ce qu'ils sont. Il a entrecroisé l'information. Ah, c'est le maire, puis il y a un entrepôt là. Fait qu'ils sont là. Puis... Parce que Geppetto, lui, sa job, c'est de regarder l'action dans des télés. Oui, avec des caméras omnipotentes. Oui, c'est ça. Puis... Comme Mad. Mais moi, je trouve qu'il a l'air de jouer aux jeux vidéo tout le temps parce qu'il conduit les petites figurines, il conduit l'auto de Black Cougar et il moniteur tout. Puis là, je suis comme, OK, mais le kid, il n'y a aucun... Il est comme un avatar, mais il fait rien, en fait. Il va tapocher, là. C'est ça. Il va tapocher des dos avec des cravates. Là. Des dos avec des cravates qui sont finalement des cibas. Oui. Ça, c'est... Puis moi, c'est ça, il y a une séquence où Geppetto, il check ses écrans, puis t'as l'impression qu'ils ont gardé un outtake parce qu'on dirait que le gn'a il dit hey, ça n'a pas de bon sens. T'sais, on dirait qu'il est comme en train de se rendre compte que ce qu'il est en train de faire, son acting puis tout, ça n'a pas de sens. Mais ils ont gardé ce bout-là. Ils ont comme coupé l'audio dans ce moment-là. Il fallait juste réagir, je pense. Ça se peut-tu. Puis lui, j'aime bien. Tu sais, c'est ça, c'est le film n'arrête pas. Tu dis non, ils vont pas aller là. Ils ont mis de la... Tu sais, il a dû mettre du cash pareil, le gars. Il y a un moment où
Geppetto dévoile que non seulement il y a un atelier, mais il y a un laboratoire. Oui, le laboratoire derrière le mur. Le mur qui est en fait, il va appuyer sur un bouton qui est caché dans un bibelot de phare à côté de son sofa. Et là, le foyer dans lequel il y a un feu actif, là, messieurs, dames, se tasse pour révéler un mur. Et le mur s'ouvre et là, ça mène vers le laboratoire de Geppetto où il a créé M&M. Ouais. Parce que c'est un ancien chirurgien, genre. Puis sa femme, son enfant sont morts pendant qu'il a sauvé quelqu'un. C'est comme l'origine d'Astro Boy aussi. C'est ça qui est weird. Ouais. C'est vrai. Puis d'ailleurs, je sais pas où la fumée allait. Si c'est juste comme... Il n'y a pas de trou. Là, c'est... Mais aussi, c'est ça, je dis que c'est le Père Noël, mais c'est pas pour rien, c'est parce que c'est un film de Noël aussi. Ouais, ça, il y a des décorations de Noël très lettres. Oui, puis il est en train de fabriquer des jouets constamment. Oui, c'est ça. Ouais. Je me souviens plus son nom, là, de Sal, son nom de famille. Là. Greatest Toy Maker. Fait qu'il est tout fier, mais après, c'est ça, tu sais, on cache qu'il a aussi construit un enfant qui est comme un peu perdu, là. J'habite où? J'ai-tu des frères et des sœurs? Il est bizarre, cet acteur-là. Ben, c'est clairement un des enfants. Des Salvatore? Ouais, c'est ça. Ah ouais, c'est un des Salvatore? OK. Ouais. Oh man, il est pas à l'aise. Fait que je pense pas que c'est des acteurs encore moins. Là. Il est tellement awkward que quand tu le vois pour la première fois puis il observe les enfants en train de jouer, tu te dis, OK, il va-tu faire de quoi? Il va-tu les kidnapper? Là? C'est bizarre. Ben, en plus, c'est ça que les madames sous-entendent. T'es qui, toi, là, à jouer avec nos enfants? T'habites-tu ici, là? C'est quoi ton problème? Il a clairement 17-18 ans, cet enfant-là. Ouais, fait que c'est pas normal là, qu'il joue avec des kids de 8-9 ans. Là, j'ai apprécié aussi le détail. Non seulement c'est le maire qui dirige l'opération, mais quand ils vont kidnapper les enfants sur le terrain, il est dans les autos. Donc, à un moment donné, il kidnappe des enfants à bord de 2 limousines noires qui se suivent une après l'autre. C'est con, c'est pas subtil pour 2 kids. J'étais vraiment comme, OK, la petite fille... On sait que la sœur du petit gars qui est kidnappé, elle les a vus, mettons. Ouais. Mais je veux dire, toute la rue, le les quartier a vus. complet. Ben, c'est ça. Genre, j'ai vu 2 limousines. Ouais, j'ai vu 2 limousines. C'était le maire, puisque, tu sais, comme ça a l'air d'une petite ville. Parce que non seulement le maire est dans les limousines, il prend le temps de baisser sa fenêtre pour regarder à l'extérieur. Ben oui, pour choisir les enfants. Puis pour s'identifier. Non, à ce moment-là, l'enfant... Non. Ah oui, non, il choisit l'enfant. Ben, à un moment donné, là... Genre, il est comme... Je sais pas s'il choisit, mais il est comme... Il y a il le spot, là, il y a une action qu'il n'aurait jamais pu faire si la fenêtre n'était pas ouverte. C'est trop teinté, hein? Teinté des 2 bords. Ouais, c'est tough, là. Ouais, teinté des 2 bords. Mais c'est vrai que bon, il y a de quoi avec le son aussi. Ah oui? C'est dégueulasse. Mais qui est dégueulasse. Ce qui fait que, effectivement, j'ai manqué beaucoup d'expositions. Parce qu'il y en a, je pense qu'ils expliquent pourquoi ils kidnappent des enfants. Mais moi, j'étais juste comme, je sais pas, ceci est noyé dans les sons ambiants et de la musique, là. Ouais. Mais, ben, tu sais, tu catches quand il y a une table avec des gens des riches d'ailleurs. Là. Tu catches quand il y en a un qui amène un sbire, qui amène une grosse valise. Puis là j'étais comme non, il n'y a pas un enfant là-dedans. Puis il y a une petite fille de genre 3 ans dans la valise qui sort. Voyons donc. Mais tu vois des gens, c'est parce que je comprends pas. Les gens, ils achètent les enfants pourquoi, tu sais. Ils sont comme, ah ouais, je veux ce petit gars-là. Je pense qu'il y a au moins une fois où ils vendent à des riches qui n'ont pas d'enfants. Qui veulent acheter comme des enfants. Ah, puis il me semble qu'il y en a un qui dit qu'ils veulent s'en servir dans des attentats terroristes. Genre. Ça se peut-tu? J'ai-tu rêvé ça? Se peut, man, je me souviens pas. Leurs motivations sont assez obscures. On le réécoute, on en parle la semaine prochaine. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on retrouve dans des films de super-héros? Peut-être pas moins super-héros, mais des films des années 80-90? Une scène de montage. Oui. Puis j'ai la toune qui a été composée. Mon Dieu, pour Black Cougar. Je l'ai dans la tête. Là. Fait que je vais essayer de vous la faire entendre. J'espère que ça va fonctionner. Attention. Là, il y a un montage en ce moment. Là. Il y a un montage avec les musiciens, mais il n'y a rien qui fit avec ce qu'on est en train d'entendre, surtout. Là, j'étais comme... Là, c'est à la fin, c'est une autre tune. Il a fait 2 tunes. Là, il y a des scènes de la première partie du film, plus qu'est-ce qui se passe en même parallèle, c'est ça. Ouais. Déjà un flashback, genre. Puis tu sais, t'as un androïde qui s'entraîne avec des push. Je comprends pas pourquoi il fait ça. Il n'a pas besoin de s'entraîner, l'androïde. On dirait la tune dans Team America World Police, là, tu sais, c'est super ironique, là.
Ok, c'est beau, là, je pense qu'on a compris. Là. Black Cougar. Sinon, les méchants sbires, que leur technique de combat, c'est le breakdance. Ouais. Ça, c'était inusité quand même. C'était comme inutile, hein? Ouais, ça a bien marché pour eux. Ouais, je me souviens. Et ça, c'est le moment où, dans ma première écoute, j'ai fait comme qu'est-ce qui se passe? Il y a des breakdancers qui arrivent, puis il y a comme une longue séquence de breakdance. Ouais, mais c'est parce qu'on les voit au début dans le party, fait que là, je suis comme, ok, ça c'est l'animation du party, I guess. Good enough, mais c'est parce qu'ils reviennent dans la bagarre, puis ils font la même affaire. Non, les gens qui nous écoutent live n'ont pas entendu la tune, fait que je suis désolé, il va falloir que vous l'écoutiez en balado. Ça vaut la peine. C'est live, mais ça vaut vraiment la peine juste pour ce bout-là d'aller écouter. Je suis désolé. Ça vaut la peine. Moi, je sais pas. J'ai été quand même diverti. Mais c'était ça le but. Mais il y a un 10 minutes que j'enlèverais. 1h30, j'aurais été vraiment bien content. Quand je l'ai parti, j'ai vu 1h40. Je fais ah non, ça me tente pas. Puis là, les 10 dernières minutes, c'est justement lui qui se promène dans des successions de corridors, de briques noires, qui est en fait le même mur, qui ont déplacé pour faire semblant que c'est une autre place. Puis c'est tellement cheap et répétitif. Là, ça a juste pas de sens. Mais c'est vraiment... Des fois, je me dis comment les autres humains voient le monde. Je me demande comment Salvatore voit le monde. C'est comme... Je comprends pas. Faut quand même y donner que techniquement, mettons, c'est supérieur à d'autres choses qu'on a regardées. C'est pas Neil Breen. La séquence à l'hôpital, là, c'est un plan séquence. Je l'ai reculé pour checker, mais il y a comme un plan séquence avec des figurants puis tout. Là. C'est pas malade, mais c'est un peu complexe. Je suis comme, c'est ambitieux quand même. Puis ça s'écroule pas tant que ça. Ça manquait un petit peu d'idées de budget et surtout de bon acteur, mais il était presque là. Il aurait pu faire un série B un peu à la manière justement de Chopping Mall, qui aurait marqué plus l'imaginaire que ça. Parce qu'il y a une idée à un moment donné, je pense que Black Cougar se bat. Puis il accroche un mur. Puis là, le mur, là, c'est comme... En dessous du mur, c'est comme vert fluo. Là. C'est une bonne idée. C'est bien fait. C'est comme... Tu vois où ils ont peinturé puis qu'ils ont mis le Gawker aussi après. Là. Mais il y a des bonnes idées dans le film. Tu vois que c'est quelqu'un qui est hyper débrouillard puis qui avait vraiment le goût de faire ce film-là. Puis, contrairement à d'autres qu'on a vus dans le genre, lui, clairement, il en a vu d'autres. Des films. Fait qu'il savait un peu comment ça marche. Il s'est pas mis de l'avant. Non, c'est ça. Il a mis sa famille de l'avant, mais lui, il s'est pas mis de l'avant. C'est pas lui le... Du coup, je me suis demandé si c'était justement Eminem. C'est ce gars-là qui avait réalisé le film. C'est parce que Eminem, on l'appelle Eminem, mais son nom, c'est Silvio. Comme si le nom du réalisateur. C'est un autre. Mais il s'appelle quand même de ce nom-là. Mais là, est-ce que Silvio, le réalisateur, se sent comme une popette? Se fait-il manipuler par dans sa vie? Je tiens aussi à dire que j'ai regardé l'affiche du film avant d'aller voir, avant de regarder le film. C'est dégueulasse cette affiche-là. Puis, je regardais le cast, puis j'étais comme, OK, il y a quand même beaucoup des Salvatore dans tout ça. Quand même. Dont un Blake des Salvatore qui est crédité en tant que Fingerboy. Là, j'étais comme, c'est quoi un Fingerboy? Ouais, c'est quoi un Fingerboy? Qu'est-ce que ça sera? Mais je me suis dit que c'était clairement le petit gars qui se fait kidnapper puis qui fait 2 gros fuck you au méchant. Là, quand j'ai vu la scène, j'étais comme, ça doit être lui, Fingerboy! Ça doit être lui, ça doit être lui. Il y a un bout, justement, à la fin, ça finit sur un plan de Black Cougar sur un building qui regarde la police être en train de débarquer puis d'arrêter tous les méchants. Puis, ça finit sur ce personnage-là qui... il n'y a pas de personnalité. Là. Ça aurait été le fun de voir Eminem une dernière fois où il enlève le masque, où il y a une réaction. Il est tellement passif dans cette histoire-là. En plus, tout au long, la première partie, il n'arrête pas de demander à son père c'est quoi ses origines. Puis son père, il a de l'air à dire tes origines vont être dévoilées en temps et lieu, comme s'il y avait un destin secret quelconque. Mais non, c'est juste lui qui décide de pas lui dire que c'est un androïde. Il n'y a aucune raison valable derrière ça. Là. Il n'y a pas de raison de dire éventuellement les circonstances vont être alignées, je vais pouvoir te dire que d'où tu viens. Non, c'est juste toi qui décides de pas dire à ton androïde de fils qui a été créé en laboratoire.
Ah, c'est niaiseux. Mais c'est le fun, c'est divertissant encore. Ouais, c'est disponible sur Tubi finalement? Non, malheureusement. Est-il disponible 4 parts? Sûrement. J'ai regardé sur YouTube, il n'y avait pas l'air d'être là, mais c'est le genre de film qui serait partagé là. Ouais. Il va se retrouver sur Tubi, il n'y a pas le choix. C'est un film à Tubi, ça. Faites de la recherche. Là. Faites vos recherches. Vous savez ça. 2002, le film. Ça fait très 2002. Ça sent 2002. Ouais. D'ailleurs, c'est ça que je disais à Simon en fin de semaine, mais son design, malgré que c'est pas le même genre de félin, est très, très, très Black Panther. C'est très Black Bien avant le film de Black Panther. Oh là, je pense pas qu'ils ont imité. Non, mais je veux dire... Il y avait déjà, ça fait longtemps qu'il y avait des comics de Black Panther, mais quand même, on peut présumer qu'il était au courant de tout ça au moins. Il y a sûrement quelqu'un qui a fait une recherche au moins, tu sais, quand tu te fais un Pinterest pour faire du graphisme avant. Quelqu'un a fait ça pour Black Panther. Ouais. Voici mon mood board. Mon mood board. Il y a comme un extrait, c'est Black Panther qui fait des backflips. Puis l'autre, c'est une photo d'Eminem. Une photo d'Eminem. D'ailleurs, l'artiste qui est à l'origine des designs de plusieurs des personnages de Marvel Studios, puis des décors, tout ça, celui qui a choisi un peu la facture visuelle des films, va sortir, je pense au mois d'octobre, un genre de hardbook avec certains de ses sketchs, ses conceptions, tout ça. Puis ça a l'air très bien. C'est coûteux, là, c'est 80$. Mais si vous êtes fan de Marvel, c'est des très belles illustrations. Puis c'est un genre de behind the scenes qu'on n'avait pas vraiment eu avant. Puis fun fact, il a commencé sur Black Cougar. C'est lui qui a designé l'armure. Il a réussi, c'est le seul qui a réussi à avoir une carrière. Il s'est... c'est quoi, il s'est séparé de sa famille. Quoique Fingerboy, je sais pas s'il a continué à faire des fuck you. C'est juste ça qu'il fait. Il fait des Hallmark movies, genre. C'est ça. Fait que c'est ça. Je me demande si c'est le même dude qui était dans Back to the Future 3 qui pointe son pénis quand la caméra avance. Écoute, il est pas crédité dans rien d'autre. J'ai checké. Excellent. Ben merci messieurs, merci Simon, bon retour, merci à toi Laurent, merci à vous autres à la maison. Allez jeter un coup d'œil au Patreon, allez acheter vos billets pour le spécial d'Halloween et Mystérieux Étonnants. Je vais vous gosser pendant encore 6 semaines là-dessus, le 28 octobre, lundi 28. Et soyez rassurés, il y aura une série d'activités et de shows thématiques, surtout pour octobre. Chaque film d'octobre, on est à thématique halloweenesque. Donc durant le mois, ça va être dédié à ça. Puis avec des invités. J'ai un invité déjà de Sidulé, je vais vous en parler. What? Ouais, vous le connaissez, fait qu'on... Vous allez comprendre. On se voit bientôt, faites attention à vous autres, puis c'est ça. Ciao. Bye.